Bon, tout le monde est bien installé. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée débat organisée par Ouest France, l'Orne Hebdo, à moins de 3 semaines du premier tour des élections municipales. Merci à la ville d'Alençon pour son appui technique et la mise à disposition de la halle aux toiles. Ah, il y a quelqu'un qui m'imite. Je vais peut-être attendre que le problème technique soit résolu. Ah, il n'y a pas d'imitation, donc ça doit être bon. Donc nous sommes réunis ce soir pour environ 2 heures. Le plateau des invités, comme vous le voyez, il est organisé à la manière d'un studio de télévision. Parce que les échanges vont en effet faire l'objet, pardon, excusez-moi, je parle trop fort, d'une retransmission en direct sur les sites internet de Ouest France Alençon et d'actu.fr. Et ça fait l'objet aussi d'un enregistrement qu'on va rediffuser demain après-midi sur les pages Facebook de Ouest France Alençon et de l'Orne Hebdo. Cette captation vidéo est assurée par une association de l'Orne, à savoir Génération Geek, qui est dirigée par Fabien Rillet et Marjorie Lénisson, qui sont respectivement animateurs, techniciens et présidentes de cette petite structure qui est désormais installée à Vingt-Anaps, près d'Alençon. Leur association œuvre depuis 4 ans dans le champ de l'éducation aux médias, au travers d'interventions dans les lycées de la région. Et ce soir, on retrouve ce volet pédagogique parce qu'on bénéficie de la collaboration d'une dizaine de jeunes lycéens et étudiants âgés de 15 à 20 ans. C'est un petit groupe qui a donc le privilège de partager avec nous cette grande première en épaulant Fabien et Marjorie dans la réalisation technique du débat. Il y a quelques minutes, en coulisses, j'ai évoqué le déroulement du débat avec les candidats. Pour y participer, le candidat ou la candidate devait avoir présenté sa liste complète ou nous fournir la preuve d'un dépôt de liste en préfecture. Je rappelle que les candidats ont jusqu'à jeudi prochain pour déposer leur liste en préfecture. Alors ce soir, ils seront donc 5 autour de la table. Et en coulisses, donc, nous avons également procédé au tirage au sort de l'ordre de prise de parole. Donc là, vous avez l'ordre de prise de parole, puisque c'est Pascal Ménil qui a tiré le 1, Olivier Toussaint, Joachim Puyot, Sophie Douvry et Emmanuel Darcissac. Et on a évidemment plusieurs questions, et à chaque question, on va décaler cet ordre de prise de parole. On va avoir un premier temps dans ce débat avec les questions posées par les 2 journalistes animatrices, à savoir Yasmine Mousset pour Ouest France et Karina Pujol pour l'Orne Hebdo. Nous avions invité les lecteurs d'Ouest France et de l'Orne Hebdo à nous faire parvenir des questions à soumettre aux candidats. On en a reçu beaucoup. Et donc pour une question de temps, nous ne serons pas en mesure de toutes les exposer ce soir. Donc on en a retenu 5 pour la deuxième partie du débat. Et on va s'efforcer, les rédactions vont s'efforcer naturellement de traiter toutes les autres au cours des 3 semaines, quasiment 3 semaines de campagne électorale qui nous restent jusqu'au 15 mars. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder la soirée, et c'est les candidats qui vont se présenter un à un, en suivant, parce qu'on a défini la fiche de présentation, entre guillemets. Donc, l'ordre, c'est votre prénom, votre nom, votre âge, votre profession, votre quartier de résidence, si vous avez un mandat en cours, et si vous avez une adhésion à un parti politique. Pascal. Pascal. Non, Pascal. Collé au menton. Collé au menton. Première intervention, ça commence mal.
Non, là ça marche, je pense, oui. Bonsoir. Donc, Pascal Ménil, j'ai 60 ans. Je suis directeur d'une école primaire à Alençon et je suis aussi formateur à l'INSPE, qui est le centre de formation des enseignantes et des enseignants du premier degré. J'habite le secteur de Lanquerel, le bas de Lanquerel, et je n'ai pas de mandat d'exécutif. Voilà, et il y avait encore quelque chose. Adhésion à un parti ? Ah non, je ne suis pas adhérent à un parti. Par contre, je suis adhérent à une association qui s'appelle Association Alternative Citoyenne, qui depuis 2014 œuvre sur le territoire d'Alençon. Voilà. Donc Olivier Toussaint, 53 ans. Je suis pharmacien à Persaigne. J'habite Lanquerel également. Je ne fais pas partie d'un parti politique et je n'ai pas de mandat actuellement. Joachim Feuillot, donc 69 ans, j'habite au centre-ville, à l'intersection de la rue du Pont-Neuf et de la rue de la Tassigny. J'ai fait ma carrière dans les services pénitentiaires en tant que directeur, puis inspecteur, et actuellement je suis député et je suis adhérent au Parti socialiste et je mène une liste ouverte de rassemblement. Donc Sophie Douvry, j'ai 41 ans. Alors je suis désolée, j'habite aussi rue de Lanquerel, mais dans le haut, j'habite à côté de Balzac en fait, donc de l'autre côté du boulevard. Voilà, 3 candidats rue de Lanquerel, ça fait beaucoup, mais bon. Je suis adhérente aux Républicains et je suis actuellement donc conseillère municipale d'opposition et vice-présidente du conseil départemental de l'Orne. Et courtier en crédit, pardon, j'ai entendu le mot profession. Emmanuel Darcissac, 51 ans, cadre territorial. J'habite en centre-ville et possède une maison dans la communauté urbaine. Je suis également vice-président de la communauté urbaine et maire d'Alençon depuis 2017. Bonsoir, donc première question, Pascal Ménil en premier. Quel est le principal atout ? Oui, non, pardon, c'est pas Pascal Ménil, c'est Olivier Toussaint. Quel est le principal atout d'Alençon selon vous ? Sa localisation géographique en premier, on est quand même idéalement situé par rapport aux axes de transport entre Paris et Rennes. On a également une ville à taille humaine, donc ce qui permet d'avoir une qualité de vie quand même exceptionnelle. On le voit même par rapport aux habitants qui viennent de l'extérieur, aux touristes qui nous disent souvent qu'on a une qualité de vie incroyable. On a également au niveau éducation, on a beaucoup de choses. Au niveau culturel, on a beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est surtout notre positionnement géographique qui fait l'atout numéro 1. Joachim Puyot. Je ne reviendrai pas sur le positionnement géographique. Nous sommes dans un carrefour, mais c'est une très belle ville. Il suffit d'arriver du Mans, on arrive vers le centre, on voit effectivement des... Ah, je vois que vous voulez absolument m'entendre, merci. Simplement, c'est une très belle ville, par son patrimoine, tout simplement. Il suffit de regarder ses monuments, il suffit de regarder également son environnement, il suffit de regarder ses parcs. Et puis, on a quand même des équipements de haute qualité, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, au niveau des loisirs. Et puis, nous avons également des zones d'activité. Donc, on a, pour l'économie, on a vraiment tous les éléments pour que notre ville soit une ville exemplaire sur beaucoup de domaines. Alors, il y a du travail à faire, mais c'est une ville qui a une très belle image et je crois que les équipes successives ont beaucoup travaillé pour lui donner cette image qu'à la fois attractive et active. Donc, l'image d'Alençon en a tout. C'est ça. Sophie Douvry. Alors, moi, je parlerai du patrimoine bâti, parce qu'on a eu la chance d'être une ville normande qui n'a pas été détruite, et on a une très belle architecture à Alençon. Patrimoine bâti, mais aussi tout ce qui est patrimoine immatériel. Je pense à la dentelle, entre autres, les folklores, enfin voilà. Je pense que c'est notre patrimoine qui fait la richesse de notre ville. Emmanuel Darcissac.
La richesse de notre ville, c'est surtout ses habitants, ses entreprises, ses forces vives qui contribuent à son rayonnement, qu'il faut aujourd'hui davantage fédérer, porter, pour que notre ville soit davantage rayonnante. Elle s'appuie effectivement sur des équipements de grande qualité, une position géographique aussi remarquable, mais je dirais avant tout ces forces vives qui sont aujourd'hui importantes, dynamiques pour l'avenir de notre territoire. Pas facile. Alors oui, moi je trouve que c'est une ville où il fait bon vivre. Je trouve que c'est une ville où il est facile de se déplacer, avec un tissu associatif, culturel, sportif et d'entraide et de solidarité, riche et divers, qui est relativement aussi bien desservi, avec une liaison ferroviaire qu'il faut absolument maintenir et défendre. Et puis une ville assez tranquille, somme toute, où il fait bon se déplacer, vivre, et c'est agréable effectivement d'être dans un écrin un peu de verdure avec un patrimoine assez remarquable. Alors, je vais être obligé d'intervenir. Merci au public de rester discret, s'il vous plaît, parce que on n'est pas sur un débat à l'applaudimètre. Merci. Monsieur Pueyo, nous venons de parler de l'atout principal de la ville d'Alençon. A contrario, selon vous, quelle est sa principale faiblesse ? Bien, sa faiblesse, il y a des points sur lesquels on doit travailler. En termes de communication, par exemple, coûte que coûte, on doit renforcer les liens ferroviaires entre Alençon et Le Mans. Je pense qu'il y a du travail qui a été fait depuis quelques mois pour maintenir la ligne Alençon-Le Mans, enfin Caen-Tours, et les liens également avec Surdon. Mais c'est vrai que le point ferroviaire a été pendant très longtemps un handicap pour l'agglomération alençonnaise. Le deuxième point qui peut être un handicap, c'est également la nationale 12. Depuis de très nombreuses années, les élus se battent, que ce soit la région, le département, tous les parlementaires, de toutes sensibilités confondues. Et là, il y a un frein au niveau de la direction des routes. Donc ça peut être un handicap également pour notre agglomération. Voilà, c'est deux points que je peux observer. Et puis c'est vrai également que les villes moyennes ont souffert depuis quelques années et qu'il est grand temps que les pouvoirs publics mettent l'accent sur le futur des villes moyennes qui ont un rôle à jouer dans tous les domaines, parce que c'est là effectivement où les relations humaines et les relations sociales peuvent être très positives et sont les plus faciles à tisser. Très bien. Sophie Louvry, alors si on peut rester sur la principale faiblesse, pas les faiblesses d'Alençon. Je n'en citerai qu'une. Alors, moi, contrairement du coup à ce que disait Joachim tout à l'heure, c'est justement l'image pour moi le vrai handicap de la ville. C'est-à-dire, vous posez la question à un Alençonnais, quelle est l'image d'Alençon ? Et vous verrez, il y a un gros blanc. Et tout le monde se pose la question, oui, quelle est l'image d'Alençon ? Nous n'avons pas d'image. On va vous dire, ah ouais, il y a la dentelle, il y a ci, il y a ça, mais on est incapable de vous donner l'image. Et je pense sincèrement que ça va être un gros travail de travailler sur l'image d'Alençon pour que justement on puisse le vendre à l'extérieur. Aujourd'hui, on veut communiquer, mais on communique sur une non-image pour moi. Donc, un problème d'identité. Un problème d'identité, oui, à travailler très fortement. Donc on revient sur la communication quelque part aussi, oui. Emmanuel Darcissac. Je pense qu'on peut encore à nouveau davantage fédérer les énergies, dynamiser encore notre ville. Donc je pense qu'il faut faire encore plus pour être effectivement fier de notre ville, de cette dynamique retrouvée. Et la faiblesse peut-être effectivement, c'est qu'elle n'est peut-être pas assez unanimement partagée et qu'on peut encore être plus fier de notre territoire comme le sont d'autres territoires. Aujourd'hui, on est en proie des concurrences dans le marketing territorial et je crois qu'on doit encore affirmer cette fierté partagée de notre ville et de ses atouts. Pascal Ménil. Alors, moi, je pointerai deux faiblesses. C'est-à-dire un taux de pauvreté quand même conséquent, hein, plus de 20%, et puis des difficultés pour se soigner, accéder à un médecin traitant. Il y a plus de 3000 personnes qui n'avaient pas de médecin traitant. Voilà. Olivier Toussaint. J'aurais pu faire la santé, mais il me l'a pris. C'est pas grave. Ça va être l'attractivité du centre-ville, l'attractivité commerciale. On voit trop de vacances, trop de commerces vides. Et ça donne une image de la ville qui est pas bonne sur ce centre-ville qui est un peu déserté par les enseignes. Sophie Louvry. Demain, vous êtes élu maire. Quel serait le chantier prioritaire à poursuivre, à renforcer ou à initier ?
Alors, le chantier. Le chantier, non mais j'ai toujours répondu qu'à une chose, hein. Je joue le jeu. Non, le chantier prioritaire, ça sera le centre-ville. La redynamisation du centre-ville, ça c'est vraiment essentiel et on est d'accord, c'est une des faiblesses, justement, travailler donc à faire revenir les habitants en centre-ville, donc c'est toute la partie immobilière, retravailler sur le stationnement, sur l'attractivité, faire venir des enseignes à Alençon. Donc ça c'est vraiment la priorité, le centre-ville. Emmanuel Darcissac. Ma priorité sera l'emploi, l'innovation, l'attractivité. La première mesure que je prendrai, c'est la baisse de l'impôt foncier de 6% sur le mandat, une grande campagne de communication et puis également un conseil pour l'attractivité qui réunira chefs d'entreprise pour les associer à la stratégie et aux décisions de développement de notre territoire pendant les 6 ans qui viennent. Okay. Pascal Ménil. Alors nous, ce ne sera pas une grande découverte, c'est la mise en œuvre de la transition écologique qui devient absolument nécessaire et incontournable. Vous avez notamment, en fin de semaine dernière, 1000 scientifiques de tous bords qui ont alerté sur l'impériosité de prendre dès maintenant le virage de la transition écologique. Et vous avez aussi l'Agence de développement de l'énergie et du développement, l'ADEME, qui dit que c'est le dernier mandat où il faut œuvrer pour la transition écologique, que l'heure n'est plus aux mesures vertes, qu'il faut agir localement et il y a des leviers d'action pour agir au niveau local. Olivier Toussaint. Ça sera une salle de sport d'une taille suffisante pour accueillir des rencontres de haut niveau. C'est une priorité pour moi, le sport, en tant que sportif de longue date. Et donc, j'y tiens particulièrement à ce qu'il y ait une salle de sport de 1500 à 2000 places. Aussi, pour la cohésion de la ville, ça me paraît très important. Vous avez déjà une idée du lieu d'implantation ? Il y a plusieurs possibilités, on y réfléchit. Merci. Joachim Pueyo. La priorité, c'est malgré tout le développement économique, parce qu'on voit le nombre d'habitants baisser, et c'est très lié au développement économique. Alors on a beaucoup d'entreprises, on a des terrains disponibles pour accueillir des entreprises, on a plus des milliers de mètres carrés de bureaux pour les accueillir, donc on a commencé à les accompagner. Il faut renforcer l'accompagnement pour attirer des entreprises, avec un volet, avec une conséquence, les logements vacants au centre-ville. L'OPH, et c'est bien, il faudra l'évaluer, il faudra renforcer, parce que nous avons 150 logements vacants au centre-ville, 500 dans la ville d'Alençon, et c'est un sujet majeur en termes d'attractivité, d'activité. Donc économie et logement. Et puis le temps des habitants aussi, c'est important également de renforcer le lien avec les habitants à travers des conseils de concertation. Monsieur Pueyo, le développement économique, enfin je pense que tout le monde est d'accord, mais ça fait aussi 25 ans qu'on entend cette thématique et qu'on dit qu'il faut attirer du monde, des entreprises à Alençon et créer des emplois. Et depuis 25 ans, quels que soient les partis, les municipalités qui se sont succédées, les résultats sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même problématique. Mais là, vous contribuez, disons, au niveau de l'image. Alençon, il y a quand même beaucoup d'entreprises. Il y a quand même plus de 2500 entreprises. Les collectivités ont beaucoup travaillé. La zone de Val-Frambert, avec plusieurs hectares, a été aménagée pour accueillir les entreprises. Il y a eu le haut débit qui a été mis partout. On a mis en place des pépinières d'entreprises. Il y a 4 grandes zones d'activité qui fonctionnent bien. Il y a quand même des milliers d'emplois, avec 9000 employés qui viennent hors communauté urbaine travailler sur la communauté urbaine et 3000 uniquement qui quittent la communauté urbaine pour travailler ailleurs. Donc l'activité, elle existe. Mais si vous faites un peu de voyage à travers les villes, toutes les villes souhaitent renforcer le développement économique et notamment les villes moyennes. Mais il y a eu du travail de fait quand même au niveau de la communauté urbaine parce que c'est la compétence essentielle de la CEA, mais il faudra renforcer les liens entre l'entreprise et les services économiques. Je propose un centre d'affaires c'est ce qui veut dire un guichet unique pour que les entreprises et puis les services de la communauté urbaine puissent travailler dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il y a eu du travail de fait. La zone Moulinex est quasiment remplie. La zone de Val-Frambert, il y a des entreprises qui arrivent. Parce qu'il y a eu également une décision importante qui a été prise, c'est l'aide à l'investissement immobilier. C'est assez nouveau. Une entreprise peut avoir entre 20 000 et 200 000 euros d'aide. Et il y a des entreprises qui viennent par ce biais. De même, pour les entreprises qui agrandissent, il faut absolument qu'elles soient accompagnées. Oui, alors puisque vous avez ouvert une vanne sur le développement économique et dans un souci d'équité, on va donner la parole à chacun des autres candidats sur
le développement économique. Donc on reprend l'ordre. Oui. D'accord. Alors, moi, sur la partie économique, il y a eu des choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de travail. Je pense notamment à l'urbanisme. Il y a un moment où il faut arrêter d'enquiquiner les chefs d'entreprise qui veulent se développer avec des règles parfois qui sont complètement grotesques, il faut le dire. Un chef d'entreprise qui s'implante, on en a vu, on a eu des cas concrets récemment où ils ont préféré partir ailleurs tellement on leur a pourri la vie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et moi je trouve ça inacceptable. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus et aider les entreprises et respecter aussi le chef d'entreprise qui veut s'implanter. Quand on arrive et qu'un chef d'entreprise vous dit moi je veux pas voir les élus tout de suite, je viens juste visiter un local et je viens après, faut arrêter d'essayer d'être sur le devant de la scène et laisser le chef d'entreprise faire ce qu'il a envie et la communication vient dans un second temps. Quand vous dites on leur a pourri la vie, qui actuellement donc ça veut dire qui pourrit la vie des chefs d'entreprise concrètement? Parfois les services ou les élus. Pardon? Ah bah oui. Oui, j'en ai, oui. Oui. Non, je peux dire un mot. Il y a une réaction. On n'a pas entendu. Non, je disais, il y avait un cas particulier de cas qui n'aurait pas été abouti. Parce que oui, il y a des cas particuliers. Après, pointer un chef d'entreprise publiquement, je ne suis pas sûre que ce soit très sympathique pour l'entreprise. Mais j'ai des cas et on pourra en parler entre nous après. Les chefs d'entreprise n'ont pas envie qu'on déballe publiquement forcément leurs problématiques. Je peux dire un petit mot ? Oui, sur ce sujet, je crois qu'il faut être aussi relativement concret. On a eu à accompagner des chefs d'entreprise. Je vais prendre un exemple. Unité de CAPS qui va ouvrir dans quelques semaines, créer 30 emplois à Val-Frambert. Cette entreprise est venue à Alençon. Nous étions 5 territoires en concurrence. Il y avait Laval, Le Mans, Argentan, Mamers et Alençon. Et je suis allé rencontrer le chef d'entreprise. Quand il est venu sur le territoire, il avait 1 heure. Il visitait des locaux. J'en ai profité pour l'accompagner, lui faire voir quelles étaient les possibilités sur Alençon, vanter les territoires, et aujourd'hui, il s'installe. Je pense que la méthode essentielle pour nous, c'est de personnaliser l'accueil et d'être auprès des chefs d'entreprise et des porteurs de projets, que ce soit pour 30 emplois ou 1 emploi, comme c'est le cas pour les commerçants. Le centre-ville aujourd'hui connaît des difficultés, comme beaucoup de centres-villes en France, mais nous avons investi près de 400 000 euros d'aide et 120 000 euros d'aide à l'emploi. C'est 19 commerçants nouveaux qui se sont installés. Donc on peut effectivement trouver que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais des choses qui sont faites, des investissements importants, et qu'on se bat pour l'emploi concrètement, quotidiennement sur ce territoire. Très bien. On est obligé de faire évacuer la salle. Oui, ça reste. Pascal Ménil. Oui, alors nous, dans le cadre de la transition écologique, 2 axes majeurs. Le premier, accompagner les entreprises vers la transition écologique en favorisant la synergie entre elles, notamment par une cartographie des flux de matières premières, voire une mutualisation des services. Et le deuxième axe, c'est construire de l'emploi par la transition écologique dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie, qui pourraient être autant de sources pour le pôle de formation universitaire et technique. Voilà les 2 grands axes majeurs sur lesquels on pourrait orienter la stratégie économique du territoire, tout en sachant que, effectivement, la compétence économique relève de la CEA. Et l'action phare qu'il faudrait, c'est peut-être renforcer le pôle économique de la CEA, qui lui donner les moyens de compétences pour développer ces 2 axes-là. Comment on lui donne les moyens de compétences ? Déjà en l'étoffant et en allant chercher les bonnes personnes. D'accord. Merci. Olivier Toussaint. Donc moi, je suis chef d'entreprise, donc je suis le seul, je pense. Donc, oui, bon, si on veut, Sophie. tu es chef d'entreprise toute seule, peut-être, mais bon. Elle porte sa société, en tout cas, elle est moi, chef j'ai d'entreprise. une entreprise avec des salariés, une dizaine. Donc les problématiques, je les connais bien. Et en tout cas, il faut absolument que sur la ville, on arrive à amener à des nouvelles filières. Donc la filière, en particulier la logistique, on a quand même un positionnement géographique, j'y reviens. On pourrait, avec toutes les plateformes maintenant qui se créent, avoir des plateformes de logistique qui s'installent à Alençon. Ça, c'est une chose qui paraît évident. Maintenant, il faut travailler là-dessus. Il faut un élu référent, vraiment, qui travaille avec les milieux économiques. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qui est fait, même s'il y a beaucoup de choses de faites et plutôt des bonnes choses, mais c'est pas encore suffisant. Les institutions sont
Monsieur Darcissac, vous mettiez l'accent sur l'accueil et la personnalisation des entreprises et l'aide pour implanter les entreprises. On a vu par le passé parfois des gros moyens ou des moyens financiers, des aides aux entreprises s'implanter, de beaux locaux tout neufs et des promesses d'emploi qui iraient crescendo. Et au final, on a vu ces entreprises quitter le territoire. Qu'est-ce qui fait qu'on peut croire une promesse d'un entrepreneur qui, avec le bon accueil que lui réservera Alençon, certifie qu'il va arriver avec 30, 40, 50 emplois et que dans 20 ans, il en aura 100, 150. Comment est-ce qu'on peut croire l'entrepreneur qui va vous faire cette promesse ? Les aides qui sont faites dans ces cas-là sont assorties de création d'emplois. Donc en fait, on peut mesurer véritablement s'il y a des créations d'emplois. Et puis aussi, il y a un enjeu aussi important de formation. Aujourd'hui, sur le territoire, des fois, des entreprises veulent se développer et il n'y a pas forcément les formations qui sont disponibles ou la main-d'œuvre qui est qualifiée. Donc il y a aussi un enjeu d'accompagnement. Ce qu'on fait aussi quand des entreprises s'installent, c'est de mettre aussi en œuvre une synergie d'accompagnement pour que les personnels puissent être formés et qu'il puisse effectivement y avoir le nombre d'emplois qui soit prévu, qui soient bien ceux qui sont enregistrés à l'arrivée. Les autres candidats veulent réagir sur cette question ? Oui, mais je pense que lorsque la communauté urbaine, en 2016, a pris une décision première d'aider à l'investissement pour les entreprises, investissement immobilier, ça a fait des effets. Par exemple, Vitraglas s'est agrandi avec une 30aine d'emplois par cette aide. Donc je pense que l'aide qui est accordée par la communauté urbaine, en lien d'ailleurs avec un deuxième pouvoir public, c'est la région a la compétence économique, je pense que ça peut porter ses fruits. On l'a vu avec l'entreprise effectivement qui vient de s'installer, on a vu avec d'autres entreprises qui veulent s'agrandir parce que je crois que les ambassadeurs, ce sont nos chefs d'entreprise eux-mêmes qui sont sur le territoire. Donc il faut absolument les accompagner, les aider. La formation joue un rôle important parce que quelquefois vous avez des entreprises qui nous disent bon, on est bien sur Alençon, mais quelquefois on a des problèmes pour recruter des techniciens, pour recruter des cadres, pour recruter des ingénieurs. Et donc c'est vrai que ça peut être un souci important, mais je suis convaincu que si on pouvait élargir encore les aides, eh bien ça contribuerait à attirer davantage d'entreprises. Il faut élargir les aides. Alors, moi, je suis assez d'accord sur la partie des aides. Je pense qu'il faut faire confiance aux chefs d'entreprise et en même temps, pourquoi ne pas le faire ? Par contre, au niveau de l'emploi, il faut être bon en communication. On a vu récemment une entreprise s'implanter à Alençon pour laquelle l'activité était très méconnue. C'était répondre au téléphone pour des assurances. Les gens reconnaîtront ou pas, mais j'aime pas pointer les entreprises directement. Quand les personnes sont venues pour répondre aux emplois, ils pensaient que c'était du démarchage téléphonique. Donc sur une centaine d'emplois qui devaient être créés, Pôle emploi a fait la demande et vous n'aviez même pas 20 candidats. Donc ça pose problème. Donc il faut être bon en communication pour bien expliquer aux gens ce qu'il y a comme poste à pourvoir et puis les former aussi, être plus en adéquation entre les besoins des entreprises, la formation aussi des demandeurs d'emploi. Quand des aides publiques sont données comme ça à des entreprises parce qu'elles s'installent et promettent des créations d'emplois sur le territoire et qu'au final elles s'en vont, elles ne créent pas soit elles s'en vont ou elles ne créent pas le nombre d'emplois prévus, est-ce que la collectivité a les moyens de récupérer ces aides données ? Est-ce que réellement c'est fait ? Parce qu'on a connu le cas. S'il y a une convention qui le stipule, après il faut mettre en place une convention et qui explique ce qui sera fait après. On a eu le cas, M. Darcissac, il y a des entreprises assez récemment ont pu partir du territoire. Est-ce que la collectivité a pu récupérer des fonds attribués ou donnés pour l'installation de cette entreprise, par exemple ? Alors ça dépend effectivement des conventions qui sont signées avec les entreprises, mais là pour les aides évoquées, mises en œuvre pour la communauté urbaine, il y a effectivement dans les clauses du contrat disant que s'il n'y a pas de création d'emploi, que les sommes sont effectivement remboursables à la collectivité. Donc en plus on peut mettre un titre de remboursement. Donc en droit, on est fondé à récupérer les sommes avancées s'il n'y a pas ces créations d'emplois, puisque ça fait partie du contrat signé avec l'entreprise. Mais est-ce que ça ne devrait pas être une obligation de mettre cette clause pour être sûr ? Elle est dans les contrats qui sont les conventions entre l'entreprise et la collectivité, en l'occurrence la communauté urbaine.
Oui, alors, bien sûr, accueillir les entreprises désireuses de s'implanter, je ne vois pas qui va s'y opposer quand même. Mais ce que je voudrais aussi mettre en avant, c'est peut-être aussi déjà voir en interne, à l'intérieur du territoire, alors pas le territoire forcément calençonné puisque c'est une compétence de la communauté urbaine, voir comment on peut travailler avec les entreprises qui sont sur place, qui n'ont pas toujours ni le temps, ni l'ingénierie, ni les moyens de réfléchir à leur développement vers la transition écologique, et puis voir les nouveaux types d'emplois qui peuvent être, ce que je disais tout à l'heure, autour de l'alimentation de l'énergie. Vous avez le PDG de Gros qui fait du packaging pour les marques relativement de luxe, qui est intervenu à la réunion économique de la communauté urbaine, qui disait à moyen terme et à long terme, il faut qu'on se parle, qu'on se mette ensemble parce qu'il y va de notre survie. Et puis faire venir de l'extérieur, c'est vrai que vous faisiez allusion un petit peu comme ça, il y a aussi un peu ce mythe incessant de faire venir, mais si toutes les villes moyennes sont à peu près dans les mêmes situations, c'est un peu déshabiller l'un pour faire venir l'autre. Et c'est une compétition sans fin qui est mortifère pour les territoires. Est-ce que dans ces cas-là, il ne faut pas plutôt donc créer des activités nouvelles? Vous parlez, vous, sur le développement durable et créer de la formation peut-être aussi. Est-ce que ça passe aussi par un lien développé? Tout à fait. L'ISPA a permis sans doute aussi de faire venir United Caps qui va bientôt créer plusieurs emplois sur Alençon. Est-ce que là, l'idée serait aussi, dans le développement durable, une idée, une piste à suivre? Je ne parlerai pas de développement durable, excusez-moi, je parlerai de transition écologique. Ce n'est pas tout à fait la même chose de notre point de vue. Mais oui, sur l'alimentation. Sur l'alimentation, si on veut développer une alimentation de qualité et de proximité, il va falloir produire, il va falloir distribuer, il va falloir... voilà. Et combien d'agriculteurs il faut si on veut faire une alimentation de proximité? Il y a 4000 passoires énergétiques sur la CUA. On sait que c'est un gros consommateur d'énergie. Comment on fait... ça peut être des sources d'emploi. Vous voyez? Et vous avez aussi comment on fait pour réfléchir à faire venir des projets d'énergie renouvelable à l'horizon, jusqu'à l'horizon 2040-2050. Voilà, autant de sources d'emploi et certainement, comme je le disais tout à l'heure, de pôles de formation vers le technique et l'universitaire. De toute façon, il va falloir monter en gamme dans les emplois, parce qu'on voit avec notre taux de pauvreté qui est quand même énorme sur la ville. Il faut absolument qu'on monte en gamme, qu'on trouve des nouvelles filières. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a le bois aussi qu'on peut développer, la filière bois, la silver economy, tout ça, il faut absolument se battre pour le développer, ouvrir ces nouveaux marchés. On a un territoire qui le permet, avec la CEA qui est quand même un bel outil pour le faire. Et je pense que notre niveau, le niveau de vie des habitants, il faut qu'il soit amélioré pour qu'après ça se répercute sur le commerce, qu'on ait de l'emploi un peu plus qualifié. Je veux juste rebondir sur la silver economy. Il faut juste dire que la silver economy en Normandie est quand même partie d'Alençon et qu'on a réussi à se le faire piquer et qu'on n'a pas réussi à garder cette compétence. On était reconnus au niveau national, au niveau de la silver economy avec la maison domotique et autres. Et aujourd'hui, ça donne plus grand-chose. On s'est fait largement dépasser. Donc il y a du travail à faire là-dessus. Et on se bat. Oui, quand on parle développement économique, on pense surtout à économie industrielle. Mais il y a également les services. Les services publics jouent un rôle important dans l'économie. Donc déjà, il faut se battre pour maintenir les services publics dans un chef-lieu de ville-préfecture comme Alençon. Malheureusement, il y a des centaines d'emplois qui ont quitté Alençon pour aller à Caen, voire Rouen. Et puis, il y a le développement touristique également. On a commencé à le faire avec le tourisme culturel, avec le château qui va passer dans une deuxième phase, avec des circuits touristiques qui peuvent être mis en place. Donc, le tourisme, c'est pas négligeable dans le développement économique parce qu'il y a des conséquences sur le commerce, tout simplement, et puis également sur l'activité. Et donc, on peut encore aménager des zones pour mieux accueillir les touristes. Je pense au camping-car, par exemple, où on propose de vraiment créer une structure. Il y a très longtemps qu'on y pense, mais là, il faut le faire, à mon avis, compte tenu du tourisme qui peut jouer un rôle non négligeable dans le développement économique. Voilà quelques points. Et puis, il y a également la formation et l'enseignement supérieur qui jouent un rôle important. Oui, juste effectivement, la dynamique touristique, elle est importante. Aujourd'hui, c'est plus de 30 000 personnes qui viennent dans le cadre du tourisme spirituel notamment, donc est un levier de développement important. Il y a aussi toute l'économie sociale ou solidaire qui est aussi un gisement important d'emploi qui participe aussi à la qualification de la main-d'œuvre salariée. Et puis sur les services publics, on peut se féliciter quand même que la ville va accueillir d'ici quelques mois 50 salariés de Bercy qui vont venir à Alençon. C'est près de 150 à 200 habitants supplémentaires.
Je rebondis sur ce que vous disiez, Monsieur Peuillot, par rapport au tourisme, une filière économique peut-être à développer dans ce domaine-là, mais je rebondis aussi sur ce que disait Sophie Douvry. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'identité justement d'Alençon, d'image? Donc il y a la dentelle, il y a effectivement le tourisme cultuel, mais bon, dans tout ça, qu'est-ce qui se dégage vraiment? Sur quoi vraiment on peut miser? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement une identité propre à la ville à trouver avant de développer? Mais concernant l'image, il y a quelques semaines, j'étais à l'UIT pour une interview avec les étudiants. Et les étudiants n'étaient pas d'Alençon. Ils venaient de Nantes et de Rouen. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous vous plaisez bien dans notre ville? Ils m'ont dit, quand ils ont su qu'ils étaient inscrits sur Alençon, effectivement, ils n'étaient pas très satisfaits. Et au bout de quelques mois, ils sont bien plus. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont dit qu'il y avait un environnement. Alors, le campus est très beau sur Damigny, Alençon. En plus, ils avaient des équipements culturels de haut niveau, des équipements sportifs également. Les déplacements étaient faciles. Et en plus, les locations de logements étaient beaucoup moins élevées qu'à Nantes ou à Rouen, à Caen. Donc, il faut arrêter de dire que l'image... Moi, je trouve que l'image, c'est à nous de dire qu'elle est bonne. Oui. Et c'est à nous, effectivement, de valoriser l'image de la ville d'Alençon. Il ne faut pas constamment dénigrer notre collectivité. Et donc, je crois que à partir de cela, vous savez, les entreprises, elles ne viennent pas pour nous faire plaisir. Elles ne viennent pas dans une commune pour faire plaisir au maire ou à un président de communauté urbaine. Elles viennent que si, effectivement, il y a des intérêts à venir en termes d'espace, en termes de bureaux disponibles, oui. En termes, effectivement, d'équipements en fibre, oui, en fibre optique, en haut débit. Voilà, ça, c'est des exemples. Juste l'idée n'est pas forcément de convaincre les gens qui sont à Alençon, parce qu'effectivement, une ville où il fait bon vivre, enfin, on connaît tous ses atouts, mais c'est de faire venir des gens à Alençon. C'est là la difficulté, sans doute, peut-être quand même. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'image, donc oui, il y a un gros travail à faire là-dessus. J'aimerais revenir sur la partie étudiante. Alors, je ne sais pas si c'est une question de génération, mais moi, quand les étudiants me parlent, oui, ils sont bien accueillis, il y a un cadre de vie, mais ils s'ennuient à mourir. Enfin, il faut juste dire les choses telles qu'elles sont. Le week-end... Non, mais c'est vrai, arrêtez. Non, mais... Les jeunes réclament plus de choses. Je suis désolée, mais quand vous voyez un jeune, la dernière fois j'en rencontre un, on était plusieurs d'ailleurs, qui me dit: je suis étudiant à la Croix-Rouge, et quand on lui dit est-ce que vous voyez un petit peu les étudiants en droit? Ah bon, il y a une fac de droit ici. Il y a un vrai déficit de communication entre eux. Je suis désolée, mais il y a des vraies difficultés. Il faut retravailler auprès des étudiants, il faut redonner l'image positive, et surtout, il faut les fédérer et travailler en lien. Il y a un déficit d'image, notamment sur la vie nocturne pour les étudiants. Oui, après. Oui, alors, c'est vrai qu'on fonctionne par des représentations un peu figées, voilà, population vieillissante, et comme s'il y a 60 ans, hélas, je trouve que ça va encore. On peut s'impliquer dans la vie. Et puis, les jeunes, de par ma profession, j'en côtoie pas mal. Et non, et c'est pas que négatif. Vous avez la Luciole, vous avez des associations, vous avez le théâtre. Enfin, il y a énormément de choses. Il faut aussi arrêter de mettre en avant ce qui ne va pas. Alors effectivement, il y a des choses qu'il faut accélérer, qu'il faut développer. Mais il y a aussi à nous-mêmes peut-être arrêter de se flageller quelque part, je dirais, et puis de mettre en avant, d'être un peu chacun les ambassadeurs, les ambassadrices de notre cadre de vie. Je le dis assez facilement parce que je ne suis ni orné ni alençonné. Par contre, j'ai découvert, je suis allé travailler, alors je personnalise un peu, je suis désolé. J'ai fait des allers-retours, mais vous voyez, on a pris la décision de revenir. On a 4 enfants, oui, je les ai pas tout seuls. On a 4 enfants et ils ont découvert Alençon, ils sont allés au collège, au lycée. C'est très agréable, même pour les jeunes, de vivre à Alençon. Il faut pas penser que quand vous êtes dans une ville, même déjà comme Caen, les déplacements sont très longs. Demandez ce que fait un étudiant, un étudiant notamment du centre de formation à Caen, il sort moins qu'à Alençon parce qu'il faut qu'il prenne les bus, etc. Non mais Monsieur Douvry, Monsieur Ménil, on n'a aucun... Il y a pas de...
Oui, non, il n'y a pas de souci sur tout ce dont la ville possède en termes d'équipement. Il n'empêche qu'il n'y a peut-être pas la mayonnaise qui permette à tous ces étudiants de se rencontrer. Oui. Les soirées à la Luciole spéciale étudiante ne sont pas allées au bout, hein, finalement, celles qui étaient dédiées spécialement aux étudiants. Donc il existe une Luciole, on est bien d'accord, elle est magnifique, etc., il n'y a pas de souci. Néanmoins, les étudiants ne sont pas forcément ou connaisseurs de ces lieux ou en mesure d'y aller, quoi. Oui, mais alors, à ce moment-là, c'est aux structures de faire le nécessaire pour se faire connaître, et la ville peut être un appui. Non, juste, tout n'est pas parfait à Alençon, mais je pense que les élus ne doivent pas faire d'Alençon bashing comme ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est négatif. Moi, je vais revenir sur le tourisme. On a quand même des atouts qui sont sous-exploités. Hein, la dentelle, la 2e DB, avec Général Leclerc, ça, faut l'utiliser beaucoup plus. Il y a moyen de faire des actions beaucoup plus ciblées, et on peut avoir beaucoup plus de touristes qui viennent sur Alençon avec une espèce de circuit qui peut les faire se maintenir sur la ville une journée entière. Mais je pense que l'image de la ville, bon, elle peut être améliorée, mais elle n'est pas si négative que ça, parce qu'on a une qualité de vie qui est quand même exceptionnelle. Mais si pointer les faiblesses d'Alençon, c'est faire de l'Alençon bashing, ça va être compliqué à un moment donné d'améliorer son image. Son image, il faut l'améliorer par la communication, mais on ne peut pas dire que tout est mauvais quand même dans l'image d'Alençon. Je ne dis pas ça. On a une image de préfecture, il y a des choses qui sont faites, qui sont bien au niveau culturel. Juste pour dire qu'effectivement, autant je ne suis pas pour l'Alençon bashing, mais il ne faut pas se mettre des œillères non plus, c'est tout. Oui, juste par rapport aux étudiants, donc on côtoie tous des étudiants, et j'en ai rencontré il y a pas très longtemps encore, et qui se félicitaient effectivement de la vie aussi sur Alençon, et qui se sont investis. Juste la Colorne, hein, qui fonctionne depuis 2 ans, ils ont réuni près de 900 personnes dans une course colorée qui animait la ville. Alors effectivement, il faut amplifier sa dynamique. Il y a sûrement à travailler sur des lieux le soir, effectivement, des brasseries qui permettent de mieux les accueillir, et puis travailler aussi sur les offres de stage demain pour aussi les étudiants dans nos différentes structures et dans les entreprises. Donc beaucoup est encore à faire, mais beaucoup est également fait. Alors, Monsieur Puyot, tout le monde est à peu près équilibré en temps de parole. Alors, si vous relancez la machine, ça veut dire qu'on remet 1 euro dans le... C'est comme vous voulez. Donc, moi, ce que je vous propose, on va passer à la 2e partie de ce débat, où les journalistes vont se mettre un petit peu en retrait. Là, on a proposé un exercice aux candidats un peu particulier. Le principe est assez simple. Chaque candidat va poser une seule question à un adversaire de son choix. Et donc, dans l'ordre, excusez-moi, on repart avec Monsieur Darcissac. Merci. Alors j'avais une question à Olivier Toussaint sur les questions de santé. J'ai vu, je crois dans la presse, que vous étiez un peu récalcitrant par rapport au centre municipal de santé qui accueille aujourd'hui près de 1000 personnes et qui semble être complémentaire des pôles de santé libéraux ambulatoires, et puis du travail aussi de modernisation de l'hôpital. Et je voulais savoir quelles étaient vos réserves par rapport à ce centre municipal de santé. Alors le centre municipal de santé, c'était répondre à une urgence. On a absolument besoin de médecins. J'ai rien contre qu'ils soient salariés. C'est une solution immédiate qui est satisfaisante. Seulement, vu le coût, les 500 000 euros annuels que va coûter en gros le centre de santé déficitaire, il faut qu'à terme on arrive à mutualiser avec les structures existantes, c'est-à-dire le conseil départemental, le pôle départemental, et également l'année prochaine avec les pôles de santé libéraux ambulatoires il y en aura 2 sur la ville plus 1 à Saint-Germain, pour qu'on puisse, ça c'est des structures qui sont totalement financées par l'État, par l'ARS, à 60%, pour qu'on puisse rééquilibrer les budgets, que ça coûte pas trop cher à la commune. J'avais pas d'objection de principe. Les médecins salariés, ça me dérange pas, parce qu'on a absolument besoin dans l'immédiat de médecins, vu qu'il y a 20% des habitants qui n'ont pas de médecin. C'est quand même une catastrophe sur la ville. Moi, je suis bien placé pour le voir. Tous les jours, les gens viennent de me demander des médecins traitants. Il n'y en a plus. Il y a un gros problème. Et donc, voilà, mais il faut que ça soit provisoire et que ça soit mutualisé dans l'avenir.
Pascal Ménil, je me permets d'intervenir. Juste, je vais poser la question aux 3 autres candidats par rapport à la question d'Emmanuel Darcissac. Vous êtes pour ou contre le centre municipal de santé, sans trop... Je suis totalement favorable et nous sommes favorables au centre municipal de santé, d'autant plus que c'est Mme Vautron qui l'a porté quand même à bout de bras et répond en partie, oui. Répond à des besoins du territoire. En plus, les PSLA, enfin les pôles de santé ambulatoires, reviennent. Hein, la ville, je crois que c'est plus de 800 000 € quand même, avec un prix du mètre carré qui est en deçà du prix. Il y a aussi les ascenseurs à prendre en charge, les communs, et donc je trouve que même là, le temps de retour sur investissement peut être un peu long. Joachim Pueyo. La santé, c'est un sujet qui préoccupe bien sûr tous les citoyens, à Alençon ou ailleurs. Et toutes les initiatives qui sont prises pour attirer des médecins, c'est des bonnes initiatives. Le pôle de santé va être construit dans quelques mois. Il y a eu quand même beaucoup de subventions de l'État, de la région, du département également. Et l'investissement n'a pas coûté très cher par rapport aux enjeux. Et puis la médecine salariale, eh bien, je crois que c'était indispensable. Il y a 10 ans, lorsqu'on parlait de médecine salariale, on se faisait tacler. Moi, j'en avais parlé dans une réunion à la mairie. Le lendemain, j'avais un article assez dur des médecins libéraux. Il y a 10 ans. Maintenant, c'est fini. Je pense que tout le monde prend conscience que les médecines doivent être complémentaires. Et nous avons tous voté pour le centre municipal de santé et on peut se féliciter que ça a été effectivement bien poussé. Et je crois que c'est très bien. Par contre, il faudra peut-être ensuite regarder comment la gestion va être faite. Et moi, j'avais proposé effectivement de créer une régie particulière pour le centre de santé municipal. Mais c'est nécessaire compte tenu des centaines d'habitants qui n'ont pas de médecin aujourd'hui. Vous êtes favorable. Sophie Douvry? Alors, moi, je suis complètement favorable. J'ai pas de difficulté sur le sujet, médecin salarié ou pas. Comme souvent, c'est plutôt dans la forme, la façon dont ça a été fait. Et je trouve toujours dommage, en fait, que parfois Alençon soit isolé dans son fonctionnement, alors qu'il y a des choses au niveau du département qui sont mises en place et que régulièrement, en fait, on ne prenne pas en compte les partenaires et qu'on fasse seul dans son coin ce type de structure. Juste préciser sur le centre municipal de santé, donc on l'a travaillé avec l'ensemble des partenaires pour être effectivement complémentaire de l'offre du département, des pôles de santé libéraux ambulatoires qui effectivement nécessitent une subvention de plus de 800 000 € de la part de la ville, qui montre aussi l'investissement en la matière. Et le centre municipal de santé, aujourd'hui c'est 3 médecins, 4 demain, 5 en tout qui travaillent, près de 1000 patients accueillis. Et effectivement, le temps de la montée en puissance, il y aura un petit déficit de 20-30 000 €, mais l'idée c'est d'arriver à l'équilibre une fois qu'on aura l'ensemble des médecins salariés. Et je crois qu'on peut se féliciter aussi sur ce territoire d'être le premier centre municipal de santé de Normandie et d'avoir fait preuve aussi de courage et de détermination pour porter ce projet en moins d'1 an. Pascal Ménil, votre question. Alors, j'avais la question sur le centre municipal de santé pour M. Toussaint, donc je vais en trouver une autre, là, je cherche. Non, blague à part, je vais m'adresser à Mme Douvry, alors. Quelles actions mettrez-vous en œuvre pour assurer la transition écologique sur le territoire? Alors, au niveau, moi, ce que je pense, au niveau de la transition écologique, je pense que ça doit être pris en compte dans l'ensemble, en fait, des actions. C'est-à-dire, c'est pas uniquement des actions ponctuelles, mais quand tout à l'heure vous parliez, quand on accompagne une entreprise, il faut aussi lui demander. Donc, on est dans l'économie, il faut lui demander ce qu'elle pourra mettre en place. Il faut l'accompagner. Quand on va parler de restauration scolaire, il faut se poser aussi la question. Après, le gaspillage alimentaire. Je pense qu'en fait, c'est pas une question toute seule, c'est sur l'ensemble en fait de démarches et des services qu'il faut se poser la question de ce qu'on peut faire pour améliorer tous les enjeux qu'on a aujourd'hui au niveau de la transition écologique. Donc je reprends votre question, Monsieur Ménil, pour pareil, la poser assez rapidement un petit peu aux autres candidats. Monsieur Darcissac.
Oui, merci. Ça fait partie effectivement aussi des priorités, le développement durable. Nous, on s'engage pour planter 1200 arbres pour végétaliser la ville, des aides aussi à l'économie d'énergie pour les habitants dans les immeubles et également dans les copropriétés. Également un parc de véhicules en autopartage, voitures, trottinettes, vélos électriques aussi pour faciliter les déplacements dans la ville, et puis d'investir aussi beaucoup sur les berges de la Sarthe qui sont un poumon vert pour notre ville entre l'affût des vignes et puis le centre-ville, les quartiers de Persaigne, Courteil. Ça fait partie effectivement de nos priorités. Le bio dans les écoles, le sans pesticides aussi, s'approcher également. L'alimentation est aujourd'hui essentielle aussi dans les écoles, également dans les maisons pour personnes âgées. Donc beaucoup de mesures concrètes pour demain porter aussi une vraie ambition en matière de développement durable. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal par rapport à la place La Madeleine qui a été refaite il y a pas très longtemps, ou la Providence qui sont hyper, même c'est des places très minérales, de dire maintenant on va planter des arbres, c'est-à-dire qu'on a fait des choix et puis on se dit Non, c'est pas paradoxal en fait. Quand on a fait la concertation pour la place La Madeleine, on a réuni beaucoup de personnes, usagers, habitants, touristes, riverains, commerçants. Et dans cette concertation, il est revenu en évidence la question d'une fontaine sèche pour qu'elle puisse animer le cœur de ville, également fonctionner en période de canicule. Il y a également des arbres qui ont été plantés. Et si on a laissé un grand espace au milieu, c'est aussi pour le marché, pour des animations aussi en cœur de ville. Donc la vocation principale de cette place, dans le cadre de cette concertation et des choix qui ont été les nôtres, c'est de faire aussi de ce lieu un lieu de vie qui permette aussi à Noël d'accueillir le marché de Noël, la grande roue, le carrousel. Donc en fait la végétalisation peut se faire aussi par des arbres que l'on plante dans des pots sur ces espaces et qui peuvent être emmenés et réenlevés quand il y a des besoins de manifestation. Mais la végétalisation peut se faire aussi sur beaucoup d'autres espaces dans le cœur de ville que cette place La Madeleine qui a aussi d'autres vocations. Monsieur Pueyo sur la transition écologique. On va tous savoir quasiment le même programme sur la transition énergétique, quasiment. Parce qu'on parle, on parle de boucle paysagère, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour effectivement renforcer toutes les énergies douces à travers les véhicules hybrides, à travers les véhicules électriques, à travers les vélos électriques. On est tous pour renforcer la mobilité autour effectivement des vélos, autour des trottinettes. Bon, ça, on aura tous le même programme. Par contre, il faut inciter, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des incitations financières. Par exemple, le parc automobile de la ville, de la communauté urbaine, à chaque véhicule qui doit disparaître, on doit les remplacer par des véhicules hybrides ou électriques. D'ailleurs, on avait mis en place une innovation pour les agents volontaires pour qu'ils se déplacent en vélo électrique. Une 50aine d'agents ont été volontaires. Donc, on a commencé à travailler. On a mis en place 2 agendas 21. Un en 2009 qui a porté ses fruits et un en 2010. Effectivement, l'enjeu du réchauffement climatique concerne également la ville d'Alençon et la communauté urbaine, et tout doit être fait dans cet esprit-là. Alors ensuite, effectivement, on connaît des projets faciles à mettre en place. Mettre en place des boucles paysagères, oui. Aménager la Sarthe, oui. On l'a déjà fait, il faudra continuer. Préserver la biodiversité, par exemple, avec un espace extraordinaire qui est l'affût aux vignes, avec d'ailleurs le département et la ville. Ça fait au moins 10 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Donc, oui, c'est un enjeu pour l'avenir et pour le futur. Monsieur Toussaint. Des choses simples. Un arbre par naissance. Donc j'espère que ça fera plus de 1200 arbres à la fin du mandat. On va espérer. Des vélos, beaucoup de vélos dans la ville, parce qu'on est quand même très en retard. On a que 2% des habitants alençonnais qui font du vélo. Des parkings relais en entrée de ville avec des navettes électriques, qui nous permettraient quand même de réduire la voiture en ville. Et également une agriculture plus nourrie, plus poussée sur la CEA, parce qu'on a beaucoup de terrain pour faire de l'agriculture, qu'on puisse faire beaucoup de circuits courts et qu'on puisse nourrir la population alençonnaise, peut-être pas en autosuffisance, mais vraiment qu'on puisse améliorer ça. Je voudrais juste rebondir, c'est-à-dire que pour nous, la transition écologique est bien plus que cela, c'est-à-dire ça interroge nos modes de vie alimentaire, de déplacement et d'énergie. C'est-à-dire que si les scientifiques nous le disent,
et leur modèle semble les bons, il va falloir franchement accélérer. Et comme le disait l'ADEME, c'est pas des mesurettes qu'il faut. Il faut franchement, alors c'est pas simple parce qu'il faut se regarder et puis dire bah oui là, et il va falloir se bouger. Et je pense qu'il est largement temps de se bouger pour maintenant, mais aussi pour demain. En fait, ce qui interroge un peu, c'est que planter des arbres, les véhicules électriques, c'est l'évolution normale de la société. On voit bien que tous les grands constructeurs sont déjà passés à l'hybride et à l'électrique. La plantation des arbres, la végétalisation, il y a peu de choses, ou en tous les cas, il n'y a pas grand-chose d'avant-gardiste dans vos propositions écologiques, si ce n'est de suivre le mouvement de la société. Non, je ne partage pas votre avis, mais non, je pense qu'en plus la transition écologique, je le disais, interroge notre mode de vie, mais interroge aussi le développement général, notamment le libéralisme. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. On pourrit la planète. Point. On avait déjà répondu à des appels à projets. Oui, mais vous le disiez tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on travaille sur l'affût des vignes. Donc peut-être qu'il y a 20 ans, c'était avant-gardiste. Aujourd'hui, on a l'impression que les candidats enclenchent le pas des citoyens. C'est-à-dire évidemment qu'on plante tous, évidemment qu'on va tous passer à l'hybride demain, après-demain, après-après-demain. Et peut-être que le rôle d'un politique ou d'un élu, c'est d'envisager ou d'anticiper des actions qui font que demain, la planète, en tous les cas, la ville d'Alençon participera à ce que la planète aille mieux, quoi, à défaut de la sauver. Oui, participera à sa hauteur, notamment à travers le développement d'une alimentation de proximité de qualité, par les déplacements, réfléchir au mode de déplacement. Alors, on peut toujours faire venir la voiture, mais il va falloir aussi un peu freiner. Et puis, sur l'énergie. 4000 passoires énergétiques, c'est un gouffre. Et les énergies, il y a le photovoltaïque, l'éolien. Comment on peut, sur le territoire, à la fois Alençon et communauté urbaine, comment on peut développer des sources d'énergie plus proches? Juste un mot, il faut vraiment que les habitants reviennent sur la ville, c'est quand même la priorité. Il y aura moins de déplacements, moins de pollution, et si on fait ça, on aura résolu une petite partie du problème. Je suis bien d'accord avec M. Ménil, c'est compliqué, et déjà c'est facile à faire. Ramener les habitants sur le centre-ville, sur la ville. Oui, juste, effectivement, il faut être efficace aussi dans les mesures qu'on peut mettre en œuvre sur l'isolation des bâtiments. Il reste encore beaucoup à faire. Et là aussi, c'est quelque chose d'efficace, de concret. Et aussi, c'est une de gain de pouvoir d'achat pour les habitants qui peuvent être aujourd'hui davantage isolés dans leur maison. Alors, on parle d'efficacité, il y a eu des choses mises en place comme des OPA, mais je crois que pendant 6 ans, dans l'opposition municipale, on avait expliqué qu'il fallait aller bien au-delà, parce que c'était des aides qui n'étaient pas suffisantes par rapport à l'ampleur des travaux. Quand on regarde l'immobilier, notamment en centre-ville, oui, il faut que les habitants reviennent en centre-ville, ça c'est clair, mais avant, il va falloir travailler sur l'immobilier. Il y a combien d'immeubles qui sont trop vétustes aujourd'hui pour être utilisés, et combien, en fait, n'ont pas d'accès aux étages puisque le commerce est en bas, donc il va falloir retravailler aussi sur l'accès aux étages en centre-ville. Donc on est d'accord, de toute façon, il y a un gros travail à faire. Est-ce qu'on a une solution miracle aujourd'hui? Je crois qu'il ne faut pas mentir aux gens en disant oui, on a la solution que les autres n'ont pas. Déjà, si on met en place la rénovation au niveau de l'immobilier, éviter les pertes d'énergie, faire revenir les gens en centre-ville, donc moins d'utilisation de véhicules, mais avoir un grand plan mobilité, mais global. C'est pas juste, il faut refaire le bout de piste cyclable ici, il faut refaire ça. Non, il faut retravailler en global avec l'ensemble de la communauté urbaine sur les modes de déplacement notamment. Olivier Toussaint, c'est à vous de désigner un adversaire et de lui soumettre votre question. Une question à notre député, Joachim Peillot. Sur la Nationale 12, qui est un enjeu évident pour la ville et pour son attractivité, je voulais savoir si, il a fait une intervention à l'Assemblée le 11 février, qui était plutôt intéressante, si il s'engageait, même s'il y avait un accord de deuxième tour avec M. Ménil, à poursuivre le développement de cette Nationale 12 en 2 fois 2 voies. De toute façon, la 2 fois 2 voies, c'est une nécessité pour notre agglomération. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez difficile. Il manque 60 km en termes de travaux.
quand je suis arrivé député en 2012, c'était ma première intervention au niveau du ministre. On m'avait donné des garanties, il faut l'honnête, en disant les travaux commenceront en 2017. Il faudra faire un contrat entre l'État et la région. On va mettre tant de millions d'euros sur ce secteur-là, sur le comportement de telle ville. On a eu tous les mêmes réponses. La sénatrice, Madame Goulet, est intervenue. Le sénateur, également, ancien maire de Mortagne, est intervenu. Les anciens députés ont intervenu. Le département, à travers ses présidents, sont intervenus. La région également. On voit qu'il y a quand même un frein au niveau de la direction des routes. Ensuite, il y a eu un projet qui a été bâti par non mais, un petit mot. Il y a un projet qui a été bâti par la Chambre de commerce qui proposait un axe 12. Qui a été porté par le département. Donc, ce sujet-là, il faut continuer effectivement à le porter et je m'engage bien sûr à y travailler avec tous les parlementaires. Mais je sais que c'est difficile parce qu'on a raté à un moment donné quelque chose pour la 12 il y a peut-être 30 ou 40 ans. Est-ce que les autres candidats ont un mot à dire sur cette nationale 12 et sur ce serpent de mer qui est effectivement un dossier qui dure depuis des dizaines d'années maintenant ? Alors, moi j'aimerais juste rappeler qu'au niveau de la région, lorsqu'elle était socialiste, tout ce qui a été route a été abandonné. Il y a eu un moment où on aurait pu faire des choses et ça n'a pas été fait. J'aimerais aussi dire qu'effectivement, la Chambre de commerce proposait un partenariat public-privé pour l'axe 12 à l'époque, que ça n'a pas été suivi. Ce que j'espère aujourd'hui, c'est que le département travaille avec les parlementaires, ça c'est vrai, pour essayer de changer les choses. De toute façon, tant que l'État sera propriétaire de la nationale 12, ils mettront pas un centime dedans. Donc il y a un vrai travail à faire. Et si on pouvait récupérer les nationales dans le giron plutôt régional ou départemental, les choses avanceraient beaucoup plus vite. Donc c'est un travail qui est en cours et si on pouvait y arriver, ça serait une très bonne chose. Oui, la nationale 12 est effectivement stratégique puisqu'elle rapproche Paris d'Alençon et en termes d'attractivité, c'est effectivement essentiel et je crois qu'il faut là aussi mobiliser toutes les énergies et je trouve que c'est plutôt bien que monsieur le député consacre aussi son énergie sur cette nationale 12. Oui, alors je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf qu'effectivement, je ne suis pas sûr que ça soit le maire d'Alençon peut-être partenaire. Enfin, on voit bien que c'est pas forcément à la ville de s'approprier ce problème-là. C'est aussi un problème qui dépasse alors département, région, État. Enfin, on voit que la problématique est très large. Pas d'autres réactions ? Non, pas. La prochaine question. Monsieur Puyot. Excusez-moi, j'avais une réaction. Excusez-moi, parce que j'ai entendu quelque chose de la part de Monsieur Toussaint qui a l'air d'avoir des informations que je n'ai pas. Non, pas du tout, non. C'est une supposition. Monsieur Puyot, à votre tour de poser une question. Je vais poser une question à Monsieur Toussaint dans son programme. Il dit notamment, à juste titre, qu'il faudra que le lien entre la ville et la communauté urbaine. Et également, il propose de faire une commune nouvelle avec les communes qui se trouvent tout près d'Alençon. Alors, je voudrais lui poser la question, quelle est sa procédure et quelle sera sa démarche en termes de temps, tout simplement? Alors, sur les délais, ça peut prendre 1 an ou 2, peut-être pas 2022, on va dire. Les maires sont tous d'accord, le maire de Cerizay, je pense le futur maire de Damigny, Saint-Germain, donc Val-Frambert probablement aussi. Donc ils sont d'accord. Donc la démarche après c'est collectif. C'est un accord avec eux. C'est toujours collectif. Et sur la CEA et le rapport avec la CEA, il faut vraiment que la mairie d'Alençon et la CEA travaillent de concert, sans les anicroches qu'on a connues là et les conflits récurrents qui ont eu lieu depuis quelques années. Donc là on a vu les dégâts que ça a pu amener. Donc maintenant, il faut vraiment que le président de la CEA et le maire d'Alençon soient la même personne. Ça paraîtrait évident que ça, pour bien travailler, est efficace. Et puis aussi un gain comment dire, monétaire, voilà. Sur ce projet de commune nouvelle d'un grand Alençon, les autres candidats Oui, Pascal Ménil. Oui.
Nous, on a eu l'occasion, puisqu'il y avait eu cette question relayée par l'En-Hebdo notamment, de ne pas être tout à fait favorable à ce Grand Alençon, parce qu'effectivement, il y a des communes qui sont favorables, mais d'autres, notamment Condé-sur-Sarthe, ne sont pas très favorables. Et c'est un strate de plus, c'est aussi encore un peu éloigner les citoyens des lieux de décision. Et puis, s'il y avait effectivement à imaginer un projet, elle ne peut pas se faire sans prendre les décisions avec les habitantes et les habitants des communes concernées. Alors, quand on regarde, la plupart des maires qui se présentent aujourd'hui et qui prévoient des projets de fusion de communes ou de communes nouvelles, le mettent déjà dans leur programme. Donc, s'ils sont élus avec cette idée, je vois pas pourquoi ils devraient réinterroger. Après, ça, c'est mon point de vue. Moi, je suis favorable au niveau du Grand Alençon avec les communes qui le souhaitent. Condé-sur-Sarthe ne souhaite pas. Je vois pas pourquoi on serait obligé de forcer. Joachim, juste comme tu grattes, en fait, on entend juste. Voilà, merci. Je me demandais d'où venait le bruit, mais effectivement, on entend le. Voilà. Ça compte dans mon temps, j'imagine. Donc, au niveau du Grand Alençon, je pense que les communes qui le souhaitent, il faut. Alors, effectivement, je proposais, moi, de baisser le foncier de 5% dès le départ. Il va falloir qu'on retravaille, justement, au niveau notamment de tout ce qui est fiscal, de voir l'impact fiscal pour toutes les communes. Et c'est important en même temps. En termes d'image pour Alençon, ce projet de Grand Alençon permettrait de passer le seuil des 30 000 habitants. Et psychologiquement, notamment pour attirer des enseignes, je pense à l'économie, ça peut être plutôt une bonne chose. Oui, comme pour la ville, et je pense que le mandat 2020-2026 est crucial pour la communauté urbaine. Notre intercommunalité a connu des étapes importantes avec Jean Crène, Pierre Mauger, qui ont créé le district, à Alain-Lambert, la communauté urbaine. Et demain, il faut construire le Grand Alençon. Et je pense, comme l'évoquait Olivier Toussaint, qu'il faut compter 1 à 2 années pour voir quelles sont les communes qui sont partantes, les élus, également concerter les habitants pour savoir s'il y a un projet de territoire convergent. Je crois aussi qu'il faut une présidence et une mairie unique pour la communauté urbaine, et je crois aussi qu'il faut une gouvernance équilibrée, partagée, respectueuse des communes de la communauté urbaine pour qu'ensemble il y ait un vrai territoire d'avenir, un vrai projet pour les 6 ans qui viennent. Concernant ce Grand Alençon, ce projet de commune nouvelle, c'est pareil, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué il y a quelques années. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, pour le coup, le faire avant parce que là, on va tomber à nouveau dans les élections municipales, on est là ce soir pour en parler. Donc il y a des élus qui vont s'investir dans des petites communes autour d'Alençon, et puis pour leur dire 6 mois plus tard, tout compte fait, vous êtes investis, et puis vous ne ferez plus partie, en gros. Enfin, c'est quand même un petit peu étrange d'avoir fonctionné comme ça, non? Est-ce que c'était pas possible de lancer ce Grand Alençon avant, il y a au moins 2 ans? Alors, juste parce que, étant dans l'opposition municipale, je crois qu'avec Christine Ramier, toutes les deux, on a dû intervenir un nombre de fois assez important, justement pour faire ce Grand Alençon bien en amont, pour que ce soit effectif là, lors de cette élection. Parce qu'effectivement, les maires vont être élus, la période transitoire des maires délégués n'est pas simple, donc ça aurait été bien plus efficace de le faire en amont. Alors, il y avait un problème de DSU, a priori, qui faisait que ça n'était pas fait. Dotation de solidarité urbaine, pardon, effectivement. Voilà. Donc, c'est dommage et ça aurait dû être fait bien en amont. Pour nous, ça fait un bout de temps qu'on le demande. Oui, la question, c'est la question fiscale avant tout. Parce qu'on n'a pas les mêmes taux d'imposition, on n'a pas les mêmes dépenses de fonctionnement, bien sûr, mais on n'a pas les mêmes recettes fiscales également. Donc, c'est vrai que c'est un travail assez difficile, assez complexe. Ceux qui vous disent « hop, la commune nouvelle, on peut la faire en quelques mois », c'est faux. D'une part, il faudra associer les habitants quand même. On ne peut pas faire une commune nouvelle sans associer l'avis des habitants de toutes les communes. Alors c'est vrai, jusqu'à présent, on avait la commune de Cerisay qui m'avait adressé un courrier par lequel ils étaient d'accord de rentrer avec Alençon. Et puis les autres communes étaient dans une intention positive. Je pense à Damigny et Saint-Germain-du-Corbéis. Condé-sur-Sarthe était plutôt pas favorable. Et puis Val-Frambert, j'ai pas eu effectivement de courrier très précis à ce sujet-là. Je pense que c'est une idée sur laquelle il faut travailler, mais elle pourra se faire que
1 an ou 2 ans avant la fin de la mandature. Autrement, on ne va pas demander aux élus qui vont être élus là au mois de mars, à Damigny ou Saint-Germain, de dire hop, commune nouvelle. Il faudra faire des études précises, regarder les conséquences, lisser les taux. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire des conventions entre la ville d'Alençon et les communes de la première périphérie sur des sujets intéressants en termes de services. La communauté urbaine, c'est quand même elle qui a les grosses compétences. Et donc je crois qu'il faut encore renforcer la communauté urbaine. Ça donne du sens parce que vous avez quand même un très beau projet de territoire qui a été adopté à l'unanimité des élus. Eh bien ce projet de territoire, vous avez tout dedans. Vous avez effectivement le développement économique, le développement durable, la proximité, l'enseignement. C'est un très beau projet qu'il faut mettre en œuvre rapidement. Sauf que sur la commune nouvelle, en fait, puisque effectivement vous avez répondu à la question dans nos colonnes, il y a déjà eu un travail en amont. Oui. Alors, juste, effectivement, la communauté, il y a déjà un enchevêtrement des compétences entre la communauté urbaine et la ville d'Alençon. Et je ne suis pas sûr que pour l'habitant et l'habitante, déjà, quand vous allez et vous leur dites, ah bah oui, mais non, ça c'est une compétence communautaire, il y a des habitants ont du mal à comprendre le fonctionnement. Alors si on met un étage supplémentaire, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Moi, quant au gain financier, il est loin d'être évident. Hein. Sauf que l'idée de la commune nouvelle, contre-moi si je me trompe, mais c'est une fusion de communes, c'est pas une strate supplémentaire. C'est la même strate, mais élargie. Si on fait une fusion sans qu'il y ait projet, je vois pas très bien à quoi elle sert alors. Ou alors pour un gain éventuellement financier qui n'est pas du tout sûr. Alors oui, depuis que je suis maire, j'ai engagé aussi des travaux à ce sujet, ce que vous évoquiez. Donc j'ai rencontré l'ensemble des maires concernés, notamment de la première couronne, pour voir quelles étaient leurs volontés sur cette question. Et il y a également une étude financière qui a été faite, comme l'évoquait Madame Douvry à l'instant. Il y a effectivement des questions de fiscalité, mais aussi de dotation. Et il fallait vérifier que sur le territoire, il n'y ait pas de perte de ressources globalement pour la ville d'Alençon et la communauté urbaine. Cette étude a montré qu'il y avait un gain limité de ressources, mais en tout cas pas de perte. Donc on pouvait aller plus loin. Donc c'était un premier élément qui a permis d'avancer, donc contacts bilatéraux, études financières qui permettaient de mesurer qu'il n'y avait pas de perte sur le territoire. Et ensuite, nous sommes arrivés en 2019, et en 2019, il n'était pas possible de faire de commune nouvelle dans la mesure où nous étions à 1 an des élections municipales. Donc le travail s'est interrompu, et c'est pour ça que je propose de le reprendre à l'issue des élections pour voir si effectivement il y a un projet commun à l'échelle des communes qui souhaiteraient faire ce grand Alençon pour ces années qui viennent. Sophie Douvry, c'est à vous de désigner un adversaire et de lui soumettre votre question. Oh, un adversaire, c'est fort. Non, j'avais une question pour Monsieur Ménil. Alors, dans votre équipe, là, dans le mandat actuel, je suis conseillère municipale d'opposition. Au niveau du conseil départemental, je travaille sur la biodiversité, espaces naturels sensibles, voilà, ce genre de thématiques. Et lorsqu'il y a eu des groupes de travail sur ces thématiques et que j'ai proposé d'y assister, on m'a jamais intégré à ces groupes de travail. Ensuite, quand il y a des marches pour le climat, par exemple, des gens de votre liste font des remarques parce que, étant de droite, vous comprenez, c'est compliqué d'être dans des réunions un peu écologistes. Et dernièrement, devant la préfecture, une autre personne de votre liste a fait une remarque également, puisque le côté humain, probablement, ne doit pas être en adéquation avec le fait d'être de droite. Donc ma question est très simple. Monsieur Ménil, demain, si vous êtes maire, que ferez-vous pour lutter contre les discriminations politiques et serez-vous le maire de tous les Alençonnais? Merci. Ah oui, je vais le faire aussi. Oui, je ne vais pas vous répondre. Ben non, je serai le maire de quelques Alençonnais. Évidemment, on est le maire de tout le monde. Même ceux avec qui on ne partage pas les mêmes orientations politiques. Je pense que la transition écologique, elle n'appartient pas forcément à un parti ou voilà. Quant aux propos dont vous parlez, je ne suis pas au courant et c'est ces personnes-là qu'il faut aller voir. Quand il y a effectivement des chercheurs, des mineurs isolés, des chercheurs de refuge, comme dit très bien Damien Carême, je crois que le devoir d'humanité, il concerne tout le monde. Et oui, je vous réponds oui. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde d'autre? Qu'on va évincer les gens qui veulent venir en aide aux autres, que ce soit des chercheurs de refuge, que ce soit des femmes dans des situations de précarité, voire des femmes en violence intrafamiliale. Évidemment, j'espère bien qu'on ira tous ensemble pour ce devoir d'humanité. Merci.
Non. Alors, voilà, merci. On a fait le tour des questions des candidats à un autre candidat. Et donc, on va s'appuyer là sur les questions que nous ont envoyées les lecteurs de Ouest France et de Land Hebdo. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, ça n'est qu'une sélection, parce qu'on a eu énormément de questions. Et donc, on en a sélectionné 5. On les a rédigés sur un morceau de papier. Et on va procéder, pareil, à un tirage au sort de la question pour chaque candidat. Et c'est chaque candidat qui va tirer le petit papier dans la corbeille. Voilà. Alors, je ne sais plus avec qui. On repart avec Pascal Ménil. Je me levais, ça me va très bien, merci. Vous lisez pas tout de suite, vous attendez pas. Ouais. C'est comme le Kinder. Ménager à 6 points. Alors, on peut lire la question. Je commence. Oui, on peut lire la question. D'accord, bah oui, c'est vous mieux lire la question. Je donne les prénoms des personnes. Le prénom, oui. Oui, on a les prénoms, c'est Denis et Karine. Est-il possible d'envisager des bus gratuits pour les moins de 18 ans afin de faciliter leur accès aux structures culturelles et aux sportifs d'Alençon ? Oui, bien sûr, puisque nous envisageons la gratuité des transports urbains à moyen terme, avec notamment la gratuité dès septembre 2020 pour les scolaires. Et une des priorités, ce serait le bus gratuit pour les jeunes, afin de favoriser l'accès aux structures culturelles, bien évidemment, mais au moins jusqu'à les jeunes de 18 à 25 ans, bien évidemment. Donc, pour tout. Après, il faut chiffrer, il faut voir ce qui est réalisable. Il faut voir aussi le trajet, le cadencement des bus, etc. Bien évidemment, nous y sommes favorables. Olivier Toussaint, vous voulez rebondir sur cette question ? Oui, tout à fait, oui. Il faudrait déjà travailler les dessertes, parce qu'on voit que le dimanche, la piscine, le cinéma n'est pas desservi, et c'est quand même dommage. Donc, avant la gratuité, qu'il y ait des dessertes quotidiennes, des lieux emblématiques de la ville et des lieux de loisirs. Monsieur Pueyo ? Il y a eu des efforts de fait, d'ailleurs, pour le transport urbain. Quand même, de nombreux habitants sont transportés. 5 lignes, 3 lignes régulières, plus des lignes un peu atypiques, la navette et la ligne qui va directement à l'université. Donc c'est un premier pas. Et l'augmentation, depuis plusieurs années, elle est présente. Alors pour la question précise, je partage le même point de vue que M. Ménil. Il faudra mettre en question cette possibilité de la gratuité des transports, dans un premier temps pour les jeunes. Il y a des villes qui l'ont fait. Je pense à Dunkerque, je pense à Mayenne, je pense à d'autres également. Maintenant, vous savez que les transports urbains, c'est pas un financement de la ville, ni de la communauté urbaine. C'est une régie particulière qui est payée par le versement des entreprises. Il n'est pas question d'augmenter également les taxes. Et par les usagers. Les usagers, ça représente 600 000 euros dans les recettes. Alors si on envisage par exemple le transport des jeunes, il faudra regarder comment trouver 200 000 euros. Ça peut être une convention entre la ville et la communauté urbaine. Bon, mais je crois que c'est important de mettre ça effectivement dans le programme. Il faudra étudier les conséquences financières, mais ça peut redonner également de l'attractivité pour les transports en commun, et ça peut éviter à des jeunes d'utiliser des véhicules. Je pense que ça rentre tout à fait dans la transition énergétique et dans le développement durable. Là, en l'occurrence, ce sont les moins de 18 ans qui sont visés, donc oui, évidemment, il n'y a pas du tout de véhicule. C'est ce que... Non, mais... Je parle des jeunes en général. Bon, mais un jeune qui a 17 ans, s'il est habitué à prendre les transports en commun, il peut continuer à les prendre après 18 ans. Donc c'est bien de faire de l'incitation et de la prévention. Voilà, c'est ça que je veux dire, évidemment. Je sais bien qu'un enfant de 13 ans, il ne va pas prendre son véhicule. Mais s'il est habitué à prendre le transport en commun, ça peut l'inciter à continuer, tout simplement. Donc c'est dans notre projet également. Merci, monsieur. Sophie Douvry. Alors, sur le principe, je n'aime pas le mot gratuit parce qu'effectivement, c'est financé quelque part par des impôts en général. Donc, la gratuité, moi, non. Qu'on soit clair, je ne mettrai pas la gratuité, même pour les jeunes. Quand on regarde, en fait, le transport en commun, son premier concurrent, c'est la marche à pied.
et c'est plutôt sain, je trouve. Donc la marche à pied ou le vélo, si on veut travailler les pistes cyclables et compagnie, quelque part, c'est plutôt cohérent. Donc j'ai rien contre le transport en commun, mais par contre, je suis pas fan de la gratuité. Oui, ce que nous disent les habitants en matière de transport en commun, c'est effectivement plutôt la question du réseau, aussi de la qualité des abribus qui reviennent en premier. La question de la gratuité, je partage effectivement 600 000 euros ou 900 000 euros, c'est 9 points d'impôt au niveau de la communauté urbaine, ou alors c'est augmenter le versement transport des entreprises, ou c'est réduire le service d'un quart. En tout cas, il faudra faire des choix demain. Effectivement, moi je ne suis pas favorable à la gratuité totale, mais effectivement une expérimentation. Il y a déjà une navette gratuite, on a fait des transports gratuits pour les seniors. Reste à voir si ça peut être étendu, mais je crois qu'il faut faire attention à la gratuité parce que c'est jamais gratuit pour personne. Je crois que M. Ménil n'opinait pas du chef, justement. Oui, c'est sur les 900 000 euros où je ne partage pas le point de vue. Alors, on ne va pas tomber dans des aspects techniques, mais il me semble que ces 900 000 euros, il y a une compensation par la région Normandie et la région Pays de Loire qui tourne autour de ça. Donc, je voudrais qu'on serait intéressant de comparer nos données pour voir comment on arrive à autant de différences. Et pour revenir à Sophie Douvry sur le pédibus ou le vélo concurrent des transports en commun, là, la question visait le déplacement des moins de 18 ans vers les équipements culturels ou sportifs. Parfois, quand on est un peu excentré du centre-ville d'Alençon, voire d'Alençon, puisque les transports sont communautaires, vous l'avez rappelé, donc vont au-delà de la ville d'Alençon, parfois compliqué d'envoyer son enfant de 8 ans, 9 ans à pied, à vélo, vers les équipements sportifs du centre-ville ou culturel. Ça, on est d'accord, mais on parle d'équité, et quelque part, vous venez de le dire, c'est les enfants au-delà d'Alençon. Et aujourd'hui, le réseau de transport, pour moi, est à revoir, puisque de toute façon, aujourd'hui, un jeune je sais pas, vous habitez la Lacelle, n'a pas le transport qui arrive à Alençon pour aller au cinéma ou ce genre de choses. Donc il y a peut-être aussi un travail, je rejoins Olivier Toussaint là-dessus, à refaire sur la desserte et le plan de transport. Alors je crois qu'il existe quand même un service qui s'appelle Transport à la demande. Effectivement, il y a les transports à la demande qui a été mis en place par la communauté urbaine. Et d'ailleurs, depuis qu'on a baissé un petit peu le prix du billet, il y a plus de voyageurs. Le billet à l'unité, c'est 1 euro, mais les plus de 65 ans payent 8 euros par mois, 80 euros pour l'année. Bon, donc il y a eu quand même des efforts de fait, et lorsque on diversifie le prix du billet avec les abonnements, eh bien on s'aperçoit que le nombre de voyageurs augmente. Il est relativement important pour une petite agglomération telle que la nôtre. Donc je pense qu'il faudra continuer à expérimenter. Moi je pense que l'expérimentation est intéressante, et puis c'est bien également de voir ce qui se passe ailleurs. Lorsque vous avez des villes qui ont mis effectivement en place la gratuité des transports en commun, il fallait les rencontrer, de dire comment ça se passe en termes de financement, en termes d'usage également, et ça nous permet également peut-être de mieux réfléchir. Mais c'est un sujet qui est important également, la mobilité. Donc voilà, je crois que c'est une très bonne question des deux jeunes filles qui ont posé cette question. Merci. Olivier Toussaint, la lecture de la question... Question de Frédéric. Frédéric, oui. À l'heure de l'urgence climatique, est-il censé de voir des terrasses chauffées et des portes de commerce grandes ouvertes, laissant échapper leur chauffage l'hiver et leur climatisation l'été? Que comptez-vous faire? Au niveau des terrasses chauffées, on voit sur Alençon que c'est quand même très peu de bars qui sont concernés. Il y en a quelques-uns. On va pas. Moi, je suis pour qu'il y ait une loi nationale, que ça soit voté par le Parlement. Dans ce cas-là, on interdit totalement les terrasses chauffées sur le territoire. Ça veut dire que vous, demain, élu maire, vous ne ferez pas comme le maire de Rennes, prendrez un arrêté pour arrêter Pas comme à Rennes, pas directement, mais par contre, je suis favorable à une loi. Il faut que ça vienne de l'État. Oui, il faut que ça soit pas initiative toutes les communes du maire. pareil, qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre les communes. Pour les commerces, les portes ouvertes, évidemment, c'est une hérésie. Laisser les portes ouvertes et la clim tout l'été, c'est une hérésie. Il faut que chacun se responsabilise. Mais je pense qu'on peut difficilement intervenir au niveau des chaînes en particulier et des enseignes qui laissent exprès leurs portes ouvertes tout l'hiver pour attirer le chaland. Donc je vois pas en quoi la mairie a quand même peu de marge de manœuvre pour interdire que les commerces laissent leurs portes grandes ouvertes. Même, je le répète, c'est quand même aberrant.
Joachim Pueyo, réaction sur... Réaction, oui, c'est quand même une aberration écologique. On est bien d'accord. Alors l'interdiction, vous doutez bien que ça va mettre un peu d'ambiance, mais par contre, je pense qu'effectivement, la transition écologique, c'est un chemin, c'est une direction. C'est-à-dire qu'on ne dit pas du jour au lendemain, on va la mettre sur 10, 20 ans, mais on peut très bien aller discuter avec des commerçants et essayer de les persuader et de les convaincre que là, quand même, c'est pas très exemplaire. Et que même par rapport aux jeunes qui viennent acheter chez eux, ou les moins jeunes, c'est aussi faire avec les autres et prendre en considération le peu que je peux faire à mon niveau. Donc interdit d'interdire. Pas du tout, c'est pas ce que je viens de dire. Non, mais là, comment voulez-vous interdire ? En plus, ça sera contre-productif. Enfin, il faut essayer d'aller convaincre et persuader qu'il y a des enjeux très forts et que ça participe aussi à la dégradation du climat, etc. Je pense qu'il faut aller voir les gens, il faut aller discuter. Et la discussion, en général, a toujours du bon, c'est qu'on peut trouver des points d'accord. Joachim Pueyo, non Sophie Doury. Moi, je suis plutôt pour les libertés en général. Les lois pour tout, ça me fatigue un petit peu. Donc, je pense que les gens, on peut aller les voir, les sensibiliser, mais on peut pas interdire à quelqu'un de laisser une porte ouverte. On peut aller le voir en tant que collectivité. Le rôle du maire, c'est de dire, voilà, il y a peut-être des difficultés. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de ce qui se passe, des problématiques de transition écologique ? Mais on peut pas interdire à quelqu'un, surtout quand vous regardez, ça a été dit, c'est beaucoup des grandes enseignes. Et en général, ce sont des salariés dedans, donc ils suivent. Alors oui, on peut faire remonter, on peut expliquer, mais on ne peut pas interdire. Ça, je pense que c'est pas le rôle d'une collectivité que d'interdire. Oui, pour avoir aussi fréquenté et rencontré beaucoup de commerçants, la plupart des portes sont quand même fermées, des commerces aujourd'hui, donc ça reste sûrement marginal. Et puis sur la question du chauffage des terrasses, c'est effectivement une charte qu'on a pris avec cette permission des terrasses chauffées. Et je pense, comme Olivier Toussaint, qu'il est plutôt convenable d'avoir une dimension nationale à ces questions-là, plutôt que d'avoir une réglementation plus locale. Les terrasses participent à l'attractivité d'une ville. Et pendant très longtemps, les élus se sont dit il faut absolument qu'on renforce les terrasses. Alors je pense que c'est quand même marginal, les terrasses chauffées à Alençon, elles ne sont pas très nombreuses. Je crois que ça vaut le coup de faire des rencontres, de faire de la prévention, mais interdire du jour au lendemain, moi je ne suis pas pour. Parce qu'il faut tenir compte effectivement des réalités économiques également. Là, c'est mon point de vue, je pense qu'on est quelques-uns à partager le point de vue, mais c'est vrai qu'à moyen terme, c'est quand même une aberration. C'est bien de fermer les portes, c'est quand même mieux. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même plutôt avoir une bonne communication, avoir une bonne prévention, et puis dire aux commerçants, c'est important également. On peut chauffer à l'électrique. Joachim Pueyo, c'est à vous, oui c'est ça, de lire la question du lecteur. Alors les gens n'ont plus confiance en les politiques. Que comptez-vous faire pour qu'ils aient plus de démocratie, plus de transparence ? Quelle place comptez-vous accorder au référendum d'initiative citoyenne, à la véritable codécision habitants-élus ? Elle est de qui cette question, s'il vous plaît ? Isabelle et Véronique. Merci. Alors je pense que lorsque vous êtes à la tête d'une collectivité, c'est bien de mettre en place des structures d'information, de communication. Et comme à Alençon, vous avez des conseils citoyens qui ont été mis en place avec l'ancienne formule Conseil de démocratie locale en 2009. Ça permet effectivement de faire participer les habitants aux grandes décisions qui peuvent les intéresser dans leur vie quotidienne. Et je pense également de mettre en place un budget participatif, comme ça a été le cas, mais renforcer le budget participatif, ça permet effectivement de tisser davantage de liens de confiance. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'en France, les habitants ont une confiance en les élus locaux, mais beaucoup moins, quelquefois, des élus nationaux. C'est comme ça, c'est un fait, il faut le reconnaître. Donc le fait de renforcer les relations à travers des structures de concertation, ça peut répondre à cette question. Quant au référendum d'initiative, il y a des communes qui le font. Sur des grands sujets, c'est bien de demander avis aux habitants. Des communes, mais si demain vous êtes élu maire, vous moi, le ferez ou pas ? Je le ferai, sur des sujets importants qui impactent effectivement la vie quotidienne des Alençonnais, eh bien je lancerai effectivement des référendums.
Donc Joachim Pueyo passera par le RIC. Alors, Sophie Douvry, oui. Alors, si vous voulez, je pars du principe que les élus doivent être accessibles, que les élus doivent être honnêtes et dans leur démarche proposer notamment des programmes réalistes et réalisables. Donc déjà il y a le programme au départ. Ensuite l'accessibilité à l'élu. Donc je pense que les gens, quand vous mettez en place des espaces de concertation, que vous êtes accessible, les gens peuvent déjà échanger avec vous et vous avez la possibilité quand même de prendre la température locale. Ce qui fait que vous avez beaucoup moins besoin d'avoir recours à des référendums d'initiative citoyenne. Ça peut être très à la marge, mais vraiment très à la marge, un sujet, mais en général, on sait très bien qu'un référendum d'initiative citoyenne, les gens ne répondent pas à la question. Ils répondent pour ou contre la politique du gouvernement, pour ou contre le maire, pour ou contre, et rarement à la question. Donc, je ne suis pas forcément très favorable, mais peut-être qu'en cours de mandat, s'il y a vraiment un sujet très spécifique et complexe, pourquoi pas l'utiliser, mais a priori, ce n'est pas une démarche que j'ai. Je pense que je serai accessible tout le long du mandat, ainsi que toute mon équipe d'élus. Alors, quoi qu'on en dise, je suis très attaché à la démocratie participative à Alençon. Depuis 2014, j'ai mené toutes les concertations qui ont lieu sur le cœur de ville, que ce soit les rencontres avec les commerçants, les habitants, les riverains, les réunions à partir d'une table blanche, des ateliers. Donc, j'ai participé à toutes ces réunions de 2014 et depuis 2017 également. Je pense aussi avoir renouvelé les conseils citoyens, qui sont aussi des éléments importants de la démocratie participative. Donc ça aussi, ce sont des actions qui ont été mises en œuvre. Je pense demain qu'il faut poursuivre cette dynamique avec un budget participatif. Je propose que 350 000 € soient chaque année mis en discussion, que les habitants puissent faire des propositions. Des projets sont ensuite sélectionnés sur leur faisabilité et ils votent ensuite pour sélectionner un ou plusieurs projets donc dans cette démocratie participative. Également, si le sujet le nécessite, il est possible d'organiser des référendums d'initiative locale pour également trancher une question qui pourrait traverser la ville d'Alençon. Oui, alors... Merci. Il y a... On finit par s'habituer. Ah, excusez-moi, ça m'a échappé. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on voit bien, il y a eu des mouvements nationaux, il y a des affections pour le vote, il y a un regard porté qui n'est pas très agréable sur les gens qui vont dans le champ politique, et en même temps, les gens s'intéressent beaucoup à ce qui se passe. Il y a un paradoxe, et je pense que c'est le moment où jamais de leur donner de la place. Donner de la place aux habitantes et aux habitants. Nous, on a 4 objectifs. Donner du pouvoir aux citoyens. Alors, les leviers d'action, il y en a un référendum d'initiative locale, budget participatif, conférence citoyenne. Développer, accompagner les initiatives citoyennes, former à la citoyenneté, parce que ça, c'est fondamental. Si on ne forme pas à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, on désintéresse les personnes et on peut commencer assez tôt, même dans le milieu scolaire. Et puis le 4e, ça concerne les élus. Être proche, effectivement, être transparent et être proche, aller à la rencontre régulière des élus. Et donner à lire les ordres du jour et les comptes rendus lisibles et visibles. Parce que la lisibilité n'est pas toujours évidente d'un compte rendu de conseil municipal. Oui, ce qu'il faut en premier, c'est qu'on ait surtout des élus très accessibles, proches des habitants, très divers dans leurs origines. Je pense que ma liste, elle représente vraiment ça. Je pense que c'est la plus diverse, la plus variée. Au niveau du Conseil citoyen... Tu connais pas la mienne. Au niveau des conseils citoyens, je pense que ça marche réellement très bien. Il y a quand même des bons retours. Donc, je pense que les budgets participatifs, ils peuvent être mis en place sur des petits montants. Et les référendums d'initiative populaire, ça peut être fait que sur des grands sujets, comme l'avenir de la CEA, l'hôpital. Voilà, les sujets qui sont moteurs pour la ville, ça peut être que vraiment des sujets pour l'avenir du territoire. Sophie Douvry, votre question ? Alors, je ne pense pas que ce soit mon mari, mais il s'appelle Arnaud.
Afin de savoir si le ou la maire ne sera là que pour 2 ans, une fois élu, vous présenterez-vous aux élections législatives? Eh bien, écoutez, non, ça n'est absolument pas au programme. C'est non, ça va être très court, non. Emmanuel Darcissac. Oui, non plus, je suis candidat pour être un maire pour les 6 ans qui viennent. Oui, si je suis élu, c'est pour 6 ans et je resterai 6 ans. Moi aussi, 6 ans, aucun calcul pour 2021, élection départementale, régionale, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est 2020, c'est la ville d'Alençon. Cette question me vise. Cette question me vise. Bon, écoutez, je suis à nouveau candidat. J'ai des raisons pour l'être. Et donc, si effectivement je suis à nouveau candidat, je m'engage à rester jusqu'au bout au conseil municipal en tant que maire. Et je suis toujours conseiller municipal. Et si je suis candidat, parce que je crois que cette question est ciblée, il y a plusieurs motifs. Il y a eu un collectif qui s'est constitué avec des anciens élus et qui m'ont demandé... Mais je parle pas de... Je peux m'exprimer. Monsieur Payot, c'est pas une question ciblée, c'est vraiment une question de lecteur. Eh bien, je m'engage à, si je suis élu, à faire mes 6 ans. Tout simplement. Voilà, merci. Emmanuel Darcissac, la question d'un lecteur ou d'une lectrice. Donc, question de Claude. Comment envisagez-vous les relations avec la communauté urbaine d'Alençon? Et le président de la CUA doit-il obligatoirement être le maire d'Alençon? Donc, si je suis élu maire d'Alençon, je serai candidat pour assurer la présidence de la communauté urbaine. Et je l'ai déjà évoqué, je souhaite une gouvernance équilibrée, respectueuse de l'ensemble des maires de la communauté urbaine. Et je m'engage également à créer un binôme d'élus entre des élus de la ville et des élus des autres communes de la communauté urbaine pour que sur chacun des dossiers, il puisse y avoir une association étroite entre des personnes qui représentent la ville-centre et des élus qui représentent les autres communes de la communauté urbaine. Quand vous parlez d'une nouvelle gouvernance, vous pouvez préciser un peu... passer à la nouvelle gouvernance? Travailler de manière transversale et associer étroitement les maires de la communauté urbaine très en amont des projets. Je souhaite qu'on puisse vraiment les partager dans des commissions, dans des groupes de travail, dès le départ des projets pour qu'ils puissent être partagés et qu'on n'ait pas des oppositions, des fois entre différents projets, mais qu'on ait vraiment une politique de consensus concertée et auquel chacun puisse donner son avis et prendre part dès en amont des projets. Ça, c'est un peu en réponse à un groupe de maires de la communauté urbaine qui s'était un petit peu élevé contre les décisions prises par la CUA ces derniers mois et qui avait l'impression que c'était l'administratif, entre guillemets, qui avait pris le pouvoir sur les élus et qui se sentait complètement laissé pour compte et plus impliqué dans les problématiques de la CUA et de leur commune. C'est un souhait partagé, une demande légitime, et je crois qu'aujourd'hui on ne construit plus des politiques publiques d'en haut vers le bas, mais on associe les énergies, que ce soit l'énergie des élus, des habitants, et donc effectivement la communauté urbaine, on doit réunir toutes les énergies et tous les élus de cette intercommunalité. Pascal Ménil. Oui, oui, bien sûr, maire, pourquoi pas président de la communauté urbaine, mais c'est facilitateur, mais c'est pas une nécessité, enfin, je veux dire, c'est pas une obligation, tout dépend comment ça se passe. Ensuite, oui, l'enchevêtrement des compétences est tel qu'il vaut mieux travailler en bonne entente et en synergie. Ceci dit, il me semble qu'il y a un document qui est déjà une bonne base de travail, qui est le projet de territoire. Alors, le projet de territoire, pour l'instant, c'est une liste. Comment on l'organise, comment on le décline sur une mandature, sur 2 mandatures. Maintenant, tout l'enjeu, il est là. C'est déjà un projet partagé. Donc, on verra aussi avec les nouveaux maires, le ou la maire qui sera élu des différentes communes. Mais il y a un outil sur lequel on peut construire des actions, des orientations, enfin plus que des orientations, des actions. Maintenant, on est a priori, je l'ai là d'ailleurs, la mise en œuvre du projet. Mais il reste beaucoup de travail à faire pour qu'il soit mis en musique. Et donc, vous ne serez pas forcément candidat à la présidence de la CUA si vous êtes élu maire. Pour vous, c'est pas forcément une obligation. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas un refus, mais c'est pas une nécessité. Je veux dire, c'est quelque chose qui est. On a eu l'occasion de s'exprimer. Évidemment, si c'est facilitateur, si tout le monde en est d'accord, je serai président de la CUA. Mais là, pour l'instant, je peux pas vous dire. Déjà, je ne suis pas maire.
encore. Et je ne sais pas non plus, c'est pas une décision qui m'appartient seule. Il faut une décision commune avec les autres élus maires de la communauté urbaine. Olivier Toussaint. Oui, pour une question d'efficacité et de coût, il faudrait que le maire d'Alençon soit le président de la CEA. Il faudrait aussi équilibrer les relations avec les communes rurales. On voit avec le Club des 22, toutes les communes rurales sont oubliées dans la CEA. Donc il faut absolument qu'ils aient leur mot à dire, qu'ils soient écoutés, qu'il y ait de la démocratie avec eux, qu'on puisse les mettre en adjoints, dans les premiers adjoints à la CEA, parce que là ils sont relégués en fin de liste. Il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle gouvernance et qu'il y ait beaucoup plus de contacts réguliers avec ces maires ruraux qui sont quand même en difficulté, parce que c'est des petites communes. Donc il y a quand même moyen de trouver une nouvelle gouvernance avec eux. Très bien. Joachim Pueyo. Oui, j'ai été président et maire en même temps, donc bien sûr qu'il faut un équilibre. Je pense que la ruralité est complémentaire de l'urbain et vice-versa. Mais je pense que la ville d'Alençon a un rôle non négligeable à jouer également dans la façon de mener les dossiers. Donc il faut un équilibre. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, on a eu 2 dossiers importants. Le projet de territoire qui a été voté à l'unanimité des élus communautaires. Et donc chaque membre, on peut donner leur avis, on peut participer. Et puis il y a un document d'urbanisme qui a été voté quasiment à l'unanimité, à part une voix contre et 2 abstentions. C'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Ça, c'est des sujets importants qui engagent l'avenir de la communauté urbaine. Oui, bien sûr. Donc oui, vous serez candidat si vous êtes D'ailleurs, maire. je tiens à rappeler quand même que le président de la communauté urbaine actuelle, il a été élu à la majorité, il n'a pas eu une seule voix contre. Ce qui veut dire qu'il y a eu un lien de confiance. Je crois que ça peut fonctionner si le président de la communauté urbaine et la ville tissent des liens de confiance avec l'ensemble des élus. Ça me paraît important en tenant compte des spécificités de chaque collectivité, bien évidemment. Mais la complémentarité, pour moi, elle est essentielle, mais également le partage des compétences et le partage de la gouvernance également. Bien sûr, c'est un sujet important. Sophie Douvry. Alors, à la première question, oui, je pense que le maire d'Alençon doit être président de la communauté urbaine. Ensuite, je pense qu'il faut rappeler que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu effectivement un club des 22, c'est-à-dire des maires ruraux qui ont considéré ne pas être entendus et qui s'est créé. Donc quelque part, s'il y a eu ce genre de création, c'est qu'il y a eu un malaise. J'ai proposé, donc je les ai rencontrés depuis décembre, alors je vois que le principe de binôme a été repris, c'est que c'est plutôt une bonne idée. J'ai proposé un principe de binôme, alors non pas avec un élu alençonnais et un élu de la communauté urbaine, mais plutôt urbain-rural, parce que je pense que la première couronne fait partie du côté plutôt urbain. Donc c'est vraiment à retravailler. Également, il faut rappeler que le travail de concertation, c'est important, et concertation ne veut pas juste ça ne veut pas dire donner des informations descendantes, ça veut dire écouter aussi ce que les gens proposent. Donc c'est une question de méthodologie qui est importante pour moi. Donc la première chose, ce sera travailler en concertation avec les élus, redonner aussi aux élus plus ruraux, à la communauté urbaine, la possibilité de faire des propositions, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis rappeler aussi le rôle, je suis assez d'accord avec eux, la différence entre un élu qui est sur la stratégie et les services. Et les élus doivent pouvoir jouer leur rôle au niveau de la communauté urbaine. Ça, c'est important. Il faut que les élus prennent toute leur place, notamment sur la stratégie. Merci. Dernière question. Olivier Toussaint, je vais commencer avec vous. Je ne sais plus lequel d'entre vous a dit tout à l'heure que dans les programmes, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient aussi se ressembler sur plusieurs thèmes. Justement, qu'est-ce qui fait vos différences à chacun? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que les électeurs devraient voter pour vous, Olivier Toussaint? Je pense qu'on est une liste, c'est le vrai renouveau. C'est des gens non élus de tout quartier, très peu encartés, qui n'ont pas de calcul politique, pas d'arrière-pensée sur les prochaines élections. Et donc libre, on est complètement libre de penser ce qu'on veut. Et donc je pense qu'on peut amener de la fraîcheur et des idées à la ville. Joachim Pueyo. Je pense que ce qu'attendent les habitants du maire, c'est qu'il soit tout à fait proche de ses habitants, qu'il soit accessible quasiment tous les jours. C'est ce que j'essaie de faire à ma manière. Bon. Et puis également qu'il ait la capacité de travailler avec les autres collectivités.
bien sûr la communauté urbaine, mais également le département et la région. Parce que toutes les politiques publiques qui réussissent, c'est ceux qui sont en capacité de travailler ensemble. Monsieur Peuillot, excusez-moi, j'interviens. La question, c'est pour quelles raisons les électeurs doivent voter pour vous? Oui, bien, justement, Non, mais pour c'est une quelle des raisons. Non, mais quelle raison en particulier? Eh bien, une des raisons, il faut que le maire soit proche des habitants, sache bien gérer également, maîtrise bien ses dépenses de fonctionnement, et puis également travaille en toute transparence et en toute clarté, et qu'il ait la capacité également de travailler avec les autres collectivités pour mettre à bien les grands projets structurants de la ville et de la communauté urbaine. Sophie Douvry, pareil, l'élément essentiel qui fait votre différence? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses en commun, mais dans la différence principale, je dirais que la ville d'Alençon a besoin d'un maire dynamique, moderne, avec une équipe accessible. Et ça, c'est vraiment l'essentiel pour redynamiser une ville, avoir un maire dynamique. C'est dommage les applaudissements parce que finalement on n'entend pas la fin du propos. Non, parce que je pense que c'est une partie de vos partisans. Mais bon. Pouvez-vous, Sophie Douvry, répéter votre dernière phrase si toutefois des gens ont été empêchés d'entendre dans le fond de la salle? Je vais laisser les candidats terminer. Vous pensez qu'Alençon a besoin d'un maire? Je pense qu'une ville est à l'image de son maire et du coup qu'il faut un maire dynamique, jeune et puis efficace. Merci. Emmanuel Darcissac. Aujourd'hui, la dynamique est retrouvée dans notre territoire et je crois qu'il faut l'amplifier par une méthode proche des habitants, une méthode aussi qui s'appuie sur une équipe compétente, dynamique, qui représente l'ensemble de diversité de la ville et qui, dès le 23 mars, sera prête à porter les dossiers de notre ville. Pascal Ménil. Eh ben, moi je dirais on ne cesse de le répéter, c'est-à-dire qu'il y a des défis devant nous et celui de la transition écologique est essentiel. Et il ne faut pas louper ce virage-là maintenant. Donc moi ce que j'engage, c'est les gens à venir nous rejoindre pour mettre en œuvre, avec les habitants et les habitantes d'Alençon, cette transition écologique qui est aussi une mesure de justice sociale. Donc on peut construire une citoyenneté écologique solidaire locale et j'invite les habitantes et les habitants à voter pour la liste, une gauche unie, écologique et solidaire. Voilà. Bien, écoutez, merci. Vous allez pouvoir applaudir l'ensemble des candidats. Allez-y. Voilà, la campagne naturellement continue et on va continuer de la suivre sur nos sites, dans les journaux, Ouest France, l'Orne Hebdo. Je vais remercier les 5 candidats. Je vais également en profiter quand même pour remercier l'association Génération Geeks parce que tout ce que vous voyez au niveau réalisation technique, c'est grâce à eux et c'est grâce à leurs régisseurs. Et je remercie aussi les jeunes qui ont participé à cette expérience, cette première expérience. Merci à vous, bonne soirée, à bientôt.